Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me suis entretenu avec Thomas Levac. Thomas, qui a 2 podcasts à son actif. Il est également auteur pour beaucoup d'humoristes. Il a écrit pour plein de séries télé. Il fait également de la scène en tant qu'humoriste. Thomas, c'est un personnage. Et je le dis d'une façon très, très positive. C'est quelqu'un de très éclaté et de très transparent envers son parcours. À travers le podcast, on a parlé un peu de ses dépressions, comment que ça en est sorti. On a parlé de ses débuts en humour qui n'étaient pas super faciles. C'était hyper inspirant, mais je vous laisse le découvrir. Thomas Levac, bienvenue à Voilà le podcast. J'ai vu le podcast, il est très très beau. Merci. Il est très 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 beau. Surtout tes intros. Merci. Ah ouais, les intros. Ils sont très jolis. J'aime le cadrage, j'aime la lumière. C'est réussi. Mais c'est drôle parce que j'ai regardé tes intros pour voir qu'est-ce que le monde font en général dans les podcasts comme intro. Puis je suis comme, qu'est-ce que le monde font? Puis j'ai vu le tien, puis j'ai écouté une coupe. Puis c'est là que je t'ai découvert comme podcast. Puis j'ai vu, je tapais podcast YouTube, Québec, Cassin, puis j'ai trouvé Thomas Levac. Je suis comme, ouais, son nom me dit quelque chose. J'ai écouté une coupe, puis je suis comme, crime, bon podcast, super intéressant. Le gars, t'es un fou personnage à mes yeux. J'essaie. C'est en tout respect là, quand je dis personnage. J'adore les gens qui sont des personnages qui sont pas beige. La part de mes amis, c'est des gens super éclatés. funky. Ouais, c'est ça que je veux. Je trouve ça vraiment cool. Ça me porte à être moins neutre, à être plus moi-même, apprendre à s'écouter. Des fois, je me retiens parce que j'ai peur de déranger ou j'ai peur de... Mais toi, tu te laisses aller. Je trouve ça fucking beau. C'est ça le début de l'intro du podcast d'aujourd'hui. Yeah! Je trouve ça fucking beau. Je le trouve beau. C'est gentil. Fait que voilà. Mais je t'ai connu à la base à cause que la semaine passée ou l'autre d'avant, j'ai fait un podcast avec Mariana Maza, qui est une bonne amie à moi. Puis on a parlé de ses débuts un peu. Elle a parlé de sable dans le vagin, plein d'affaires. Puis elle a mentionné que tu étais avant son auteur. Mm-hmm. Puis je savais pas que tu étais auteur d'humoriste. Au départ, je suis auteur. C'est ça. Mais là, en ce moment, là, Ouais. est-ce que tu fais encore... Est-ce que tu écris encore des humoristes ou non? Ouais. Oui, OK. Parce que j'ai écouté un podcast de toi à J du Temple, je pense, puis tu disais que tu écrivais plus pantoute. Ouais. Là, j'ai tout mélangé. Est-ce qu'il commence à réécrire? Est-ce qu'il réécrit pas? Fait que tu écris encore pour les humoristes. Ouais. Il est arrivé 2 choses. Il est arrivé une pandémie et il est arrivé que je crois que à mon podcast, les humoristes sont très confortables avec moi et ils sortent du bon matériel. Et il y a des humoristes qui font « Hein? Mais je veux vivre la même chose, mais sans être filmé puis le dire sur scène. » OK, cool. Parce qu'à la base, t'es auteur d'humoriste, t'as été auteur dans plein de séries aussi. Dans Med, t'as fait des bye-bye, t'as Éric Salvaille, t'as été aussi humoriste. Puis tu l'as encore, tu fais encore, tu fais encore de la scène. Là. Ben pas maintenant parce qu'on est dans une pandémie mondiale. Classique. Mais normalement, je fais de la scène. T'as fait un peu de visioconférence pendant... Non, ouais. J'ai fait une seule fois. Puis c'était pour un corpo pour une bonne cause. Je l'ai fait gratuitement là, pour la SPCA. C'est la seule fois que je l'ai fait. Je trouve ça triste pour tout le monde. Je trouve ça triste pour l'artiste, puis je trouve ça triste aussi pour les gens à la maison. Ah, c'est l'enfer, ça. J'ai une couple d'amis humoristes qui m'en parlent, puis je les trouve tough, man. Je sais, vous êtes des vikings de... Mais ils sont pas obligés de subir ça. Non, mais tu sais, comme tu dis, financièrement, il y a des gens que t'es rendu à un moment où t'es comme, ouais, ben là, si je prends pas ce corpo-là, je vais être sa PCU encore pendant longtemps. Fait que tu sais, comme... Puis, je pense que c'est Biz qui m'a fait stammer, qui dit, ah, je commence à faire mon corpo, puis tu sais, je voyais, puis j'étais comme, man, toi, t'es là en mode, je vais faire rire les gens, t'es dans ton salon. C'est un jeudi soir, t'as tes spots d'éclairage, t'as ta cam, je sais comme comment tu fais pour embarquer dans le... Mais moi, au départ, j'ai pas le matériel pour faire du corpo. Ce que j'aime, c'est parler de masturbation puis crier. Et c'est rare les entreprises qui recherchent ça pour une fête de Noël. Alors... J'avoue que c'est un peu touché. Une entreprise un peu spéciale, il faudrait prendre genre des... Moi, en corpo, souvent, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de ce qu'on appelle du crowd work. Je m'adresse à vos publics, je ris du boss. C'est plus ça que je fais en corpo. Un peu ou... que mon matériel, avec des gens en état d'ébriété qui n'ont pas envie de m'écouter. Ils ont juste envie de boire beaucoup sur le bras du boss et d'essayer de faire l'amour. C'est ça l'objectif d'un party de Noël, se saouler. Faire l'amour. Puis faire l'amour à un collègue. Peut-être pas en visioconférence, par contre, là. C'est encore plus excitant. Ben, ça peut finir en... Chat, fait yo, c'est moyen. Ça peut finir Snapchat ou des trucs de même. OK. Puis, t'as 2 podcasts. J'ai 2 podcasts. T'as Thomas Levac, puis l'autre que j'oublie le nom. Couple ouvert. Couple ouvert, voilà. J'ai des couples fermés. Couple fermé. Ça dépend du truc. C'est quoi le but un peu du podcast de Couple ouvert? J'ai pas encore eu le temps d'écouter. C'est extrêmement simple. Le but, c'est, avec mon podcast, ça devenait, et c'est encore très sérieux. Mon objectif, c'est aller discuter de trucs. Je veux pas mettre la pression sur mes invités de donner une performance. Je veux juste qu'ils sentent eux-mêmes, puis qu'ils oublient qu'il y a des micros, puis qu'ils oublient qu'il y a une caméra. OK. C'est l'objectif. Alors, des fois, quand t'es pas en performance,
C'est pas nécessairement drôle. Et je ne veux pas mettre cette pression-là sur mes invités. Et aussi, vu que c'est des entrevues de fond, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie me préparer pour mes entrevues. Alors, j'étais jaloux de, mettons, Tu me niaises de sexe légal. J'étais jaloux de Mike Ward sous-écoute, qui était 3, puis que c'était drôle. Quand tu syntonisais ça, tu savais que tu allais rire. Moi, mon podcast, tu sais pas si tu vas rire. Parfois, tu ris pas. Ça dépend. Alors, je voulais un podcast hyper comique et je voulais un podcast avec une femme parce que mes meilleurs épisodes sont tout le temps avec des femmes. Le problème, au Québec, quand tu es une femme qui a du talent, tu travailles. Alors, tu peux pas, une fois par semaine, passer 2 heures dans un studio. J'adore Marilyn Jonka. C'est un modèle pour moi. Elle m'aide énormément, mais elle peut pas m'offrir 2 heures par semaine. Elle a toujours à offrir. Puis je me dans une position embarrassante quand... Hey, veux-tu faire un podcast avec moi? Elle me dirait, chaton, juste... J'ai beaucoup de choses à faire, s'il te plaît. Alors, si j'en ai parlé à ma blonde, puis elle me dit, ben... Moi, je suis la personne la plus drôle que je connais. Elle a éclaté de rire. Puis 2 semaines plus tard, on enregistre un podcast. OK, c'est avec ta blonde que tu fais ça? C'est avec ma blonde. J'avais aucune idée. De le couple ouvert. Quand ça se passe, la relation à ce niveau-là, de créer un podcast avec ta copine? Extrêmement bien. On travaille ensemble depuis... C'est mon agente aussi. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Alors, pour moi, c'est vraiment, vraiment... J'encourage tous les gens à faire des projets avec des gens avec qui vous couchez. Parce qu'il y a l'intimité puis il y a une connexion. Moi, si tu couches avec beaucoup de gens, c'est beaucoup de projets. Ouais. OK. Ce qui est dans le milieu des arts, ouais. C'est possible. C'est possible. OK, cool. Ben, je suis content que tu fasses ça avec ta blonde. Ça prouve que le couple est sain. Parce que souvent, avec les copines, les copains, c'est dur un peu des fois de créer des trucs parce qu'il y a friction. Mais avant tout, ma blonde, c'est une artiste. Avant d'être agente, elle faisait du théâtre. Elle a toujours aimé les arts. Maintenant, c'est pas un artiste, je veux faire ça dans la vie, mais moi, je crois qu'être artiste, c'est pas tout le temps un métier. Ça peut juste être... Tu peux être artiste et être urgentologue. Tu peux être artiste, juste peinturer souvent, bien écrire. C'est une artiste, ma blonde. Alors, ça va de soi. Elle était bonne là-dedans. Et elle connaît les artistes. C'est, à mon avis, une des meilleures productrices à Montréal. Alors, je suis heureux de collaborer avec elle. Je veux dire, il faut pas oublier que ma blonde, Stéphanie Vandelac, c'est... Elle aide Mike Ward a produit son spectacle. Mike Ward, elle travaille conjointement avec Mike Ward. C'est quelqu'un... Mike Ward fait confiance à Steph. Je travaille avec quelqu'un qui... Mike Ward, attaque avec Mike Ward. Mike Ward, quand il veut faire des projets, s'intéresse à la vie de Steph. C'est pas n'importe qui, tu sais. Avant d'être ma blonde, c'est une artiste et une agente et une productrice accomplie. Elle a tellement de Félix, elle sait plus combien de Félix. C'est pas une blague, là. Ah ouais, elle a des Félix, ma blonde. C'est une bonne blonde que t'as. Ouais, cool. Je suis content pour toi. Ouais. Content. T'as fait de l'École nationale de l'humour. Ouais. Parle-moi un peu du passage là-bas. Comment ça a été? Il faut commencer par le début. Je le raconte régulièrement, mais moi, j'étais toxicomane. Alors, les seuls... Quand tu es toxicomane, il fallait que j'aille une job pour continuer à consommer. Mais vu que j'avais pas d'études parce que j'aimais consommer, je pouvais juste avoir des jobs minables. Fait que c'est un drôle de cercle dans lequel j'étais coincé. Quel genre de job minable, mettons? Travailler au couche-tard, travailler dans des firmes de sondage, travailler dans des... cafés, bien que dans des cafés, souvent j'étais bien traité, mais des fois c'est horrible. Travailler dans des jobs où, quand on te donne 2 $ de plus que le salaire minimum, tu sens que tu es un prince. Alors, à mon premier shift au couche-tard, la nuit, sur, je pense, la rue Bourbonnière, je me suis fait hold-upper. OK. Je me suis fait hold-upper, puis j'ai fait je n'aime pas ça. Se faire hold-upper, et c'est juste ça qui va arriver. C'est drôle parce que j'ai travaillé au couche-tard dans Anjou, puis 2e semaine, hold-upé. Je pense que c'est un classique d'un couche-tard sur hold-upé. Ouais. Moi, ça n'a pas été un gros breakthrough dans ma vie, par contre, là, mais toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi le lien entre le couche-tard, l'hold-up, puis l'École nationale de l'humour? Ouais, il est arrivé que j'ai écrit, après le hold-up avec la police, je devais écrire qu'est-ce qui s'est produit. Et j'ai écrit, puis le policier a fait « t'écris bien ». J'ai menti, puis j'ai dit, c'est normal, je suis en littérature au cégep, qui je pense même pas être un programme. J'ai inventé un programme, il a fait, oh, cool. Et je me suis dit, j'ai 19 ans, je consomme souvent, puis ça commence à officiellement être plate. J'ai rien devant moi.
Les arts, il me semble que c'est le seul truc dans lequel tu peux embarquer. Tu peux juste commencer n'importe quand. Je veux faire l'École nationale de l'humour en tant qu'auteur. Je veux essayer d'écrire des blagues. Mais je me suis inscrit à l'École nationale de l'humour parce que depuis que j'ai l'âge de 11-12 ans, je tripe sur l'humour. Est-ce que tu écrivais parfois ou non? Zéro. Zéro, 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 zéro. Quand je suis rentré à l'École nationale de l'humour, j'avais des grandes lacunes en français. Grâce à un prof qui s'appelle Antonio Dilala, il y a un faux nom, ça me fait rire. Grâce à un prof à l'École nationale de l'humour, des humoristes qui nous écoutent vont le replacer. Il a changé mon français. Qu'est-ce qui était le plus dur à l'école, à part le français? Dans les cours, dans les... Le plus dur à l'école, c'est d'être drôle. C'est vraiment tough être bon. C'est vraiment tough rentrer dans un milieu où des gens sont plus drôles que toi, rentrer dans un milieu où habituellement tu étais le plus drôle de tes amis. Aussi, le plus tough de l'École nationale de l'humour, et de faire de l'humour en général, même si tu n'as pas l'école et que tu commences, c'est t'es drôle avec tes chums, mais t'es pas capable de leur produire sur le papier, dans le document Word ou sur scène. Mais tu sais que t'es drôle, mais t'arrives pas à leur produire. Ça prend, pour certains, des années. Il y en a d'autres en 15 minutes. Moi, ça a été long. Ça a été super difficile. Comment ça, avec des amis, qu'on fume des cigarettes, je suis hilarant. Mais lorsque je dois m'asseoir devant un document Word, c'est plate. Qu'est-ce qui se passe? Ça, je pense que c'est l'art de faire de l'humour. Quand j'imagine un humoriste, mettons, à l'école, je me dis qu'à chaque fin de semaine, c'est pas ça du tout, mais tu sais, il va en show, il fait du rodage. Toi, en tant qu'auteur, si tu commences ta carrière d'auteur, comment tu fais pour écrire des humoristes? Moi, ce que je faisais, je me suis accoquiné à un ami à moi, Adib Ekaldi, que j'ai rencontré à l'École nationale de l'humour. C'est pour ça que souvent, quand j'entends ce que je dois faire l'école, moi, l'école a changé ma vie. Puis je pense que le plus grand truc que l'école fait, mais je crois ne met pas de l'avant, l'école, c'est une manière de rentrer dans le business, c'est une manière de se faire des amis. C'est super important, je crois, pour certains, faire l'école pour se créer des liens de création. Moi, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'Adib. Il n'y a pas d'Adib, je ne sais pas si je fais de l'humour dans la vie. Si j'ai pas Adib qui me chapeaute, si j'ai pas Adib qui a été longtemps mon mécène, Adib, longtemps, très tôt, il a fait de l'argent, Adib, puis il s'occupait de moi financièrement, là. Il m'aidait, il me nourrissait, il me traînait partout où il allait. Partout, n'importe quoi d'artistique qu'il faisait, je pouvais aller avec lui. Grâce à Adib, je suis devenu un auteur qui se peut. C'est grâce à lui, c'est grâce à sa gentillesse, son mécénat, son talent. Alors, l'école de l'humour, je pense que c'est important si tu peux rencontrer d'autres grands artistes. C'est une des raisons pourquoi c'est vraiment important. Ou si à l'école, tu es extrêmement bon, tu vas te faire remarquer. C'est bon, ça. T'as-tu comme mais est-ce qu'à la fin d'année, tu as comme un genre d'événement où tous les talents se mettent de l'avant? Puis c'est des shows que personne n'aime. Les shows de l'École nationale de l'humour, quoi que c'est important, parce que je connais des gens qui, c'est grâce à ce spectacle-là, qui ont été signés. Et lorsque tu te fais signer en humour très tôt, ça peut être bénéfique, là. Parce que des gens d'industrie, tu as des gérants, tu as des boîtes qui viennent au show. Ouais. Mais toi, en tant qu'auteur... En tant qu'auteur, nous, on n'a rien. Ça, je veux dire, c'est quoi ton rôle? Par contre, on a des stages. Moi, il y a un truc qui est particulier. C'est Adib qui me disait ça. Je me rappelle, je buvais beaucoup dans un restaurant italien un bouilli, parce que Adib, à l'époque, buvait du bouilli. J'étais sous, puis je chialais, puis je disais, pourquoi j'ai pas de contrat? Pourquoi j'ai pas de contrat? Puis il me dit, t'as cette attitude-là, les producteurs aiment pas ça. Puis deux, tout est baisé. Parce que tous les artistes vont t'engager, jamais les producteurs. Et il a raison à ce jour. C'est vrai. Mais... Alors moi, souvent, les auteurs, leur talent, c'est plaire à l'industrie. C'est un vrai talent. Et je reconnais ça. C'est un vrai talent connecté avec les producteurs, connecté avec les script éditeurs. Moi, ces gens-là, ils m'énervent, puis j'aime leur dire. Par contre, je connecte vraiment avec les artistes. Je crois beaucoup avec les acteurs, beaucoup avec les humoristes. Alors, c'est le chemin que je me suis tracé. Je me suis dit, je vais m'acoquiner aux artistes, puis les producteurs vont être obligés de m'endurer. C'est triste parce que le monde de l'humour est mal connu de l'extérieur, dans le sens où quand tu baignes là-dedans, je pense que les gens savent c'est quoi le rôle d'un auteur. Mais non, même pas. Même pas? OK. Même pas. Mais plus de chances qu'ils le savent, dans le sens où... c'est pire. C'est une chose que je reproche à en fait, ma question, c'est, en tant qu'auteur, là, avec un humoriste, c'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que tu fais concrètement?
C'est du cas par cas. Moi, Ok. ce que je fais souvent avec les humoristes, c'est que je suis comme dans Zelda. J'ai le petit truc qui tourne autour de toi. Oui. Puis je capte tout. Puis je capte tout. Puis j'essaie de te poser des questions. J'essaie de jaser avec toi. Puis j'essaie de synthétiser tes idées. Je passe beaucoup de temps à niaiser. Moi, je crois que pour écrire de quoi d'intéressant sur scène, en stand-up, c'est beaucoup de niaisage. C'est prendre du niaisage et l'encadrer sur scène. Je crois que c'est ça l'écriture humoristique. Fait que si mettons, moi, je suis humoriste, j'écris déjà mes gags. Toi, tu viens peaufiner. Moi, ce que j'aime, c'est partir de zéro. Peaufiner, moi, je suis pas bon là-dedans. Sniper, je suis pas bon là-dedans. Ce que j'aime, sniper, c'est, mettons, j'ai un texte, puis je te rajoute la blague qui fait que, oh, ça prend un autre sens. Le finisher. Ouais. Moi, j'aime partir d'une page blanche. J'aime beaucoup qu'un artiste me fait, hey, j'ai vraiment envie de parler d'un truc pas drôle. Puis je fais, ah, wow, ça, c'est mes prémices favorites. Tu veux parler d'un truc pas drôle, puis le rendre drôle, on y va. Fait qu'un humoriste pourrait venir te voir en disant je veux parler des fauteuils orange, puis t'écris quasiment tout pour lui. Non. Non. Ça, c'est vraiment j'ai jamais fait ça. OK. C'est même un. C'est rare que j'écris. Moi, dans la tête, c'est après. Dans ma tête, l'humoriste écrivait, puis toi, tu venais Non. concrétiser le tout. Non. Mais ça peut être l'inverse. Il y a des humoristes qui aiment travailler comme ça. OK. Moi, je déteste travailler comme ça. Je trouve que c'est une terrible manière de travailler. Je pense même que l'écriture humoristique, de l'oralité, c'est tough à écrire. Ouais. C'est même une des choses que je reproche des fois à des producteurs. Envoie-moi ton texte. Non. C'est bien mieux, c'est que mon iPhone, je me filme en train de le dire. Je comprends. C'est beaucoup plus intéressant. Je sais pas pourquoi tu veux le texte d'un truc que je te dis oralement. Et parfois, il y en a qui ont le talent d'écrire de l'oralité. Et je lève mon chapeau, mais ça prend vraiment beaucoup de qualité en français. Mais je prends exemple, Simon Gouache, je pense pas qu'il ait écrit une ligne depuis 10 ans. Il y a du matériel époustouflant. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'écrire, il faut juste qu'il s'en rappelle. Pareil pour Simon Leblanc. Simon Leblanc, je pense pas qu'il pose des choses sur le papier. Il y va. Il y en a d'autres qui écrivent tout. Ça les regarde. Mais Simon Leblanc, c'est un personnage aussi. C'est un gars bien spécial. J'aime beaucoup la façon qu'il a de faire de l'humour. Tu sais, j'ai vu son show, il rentre, il n'y a pas de musique, il n'y a pas rien. Il rentre, Simon Leblanc, il sort. That's it, that's all. Tu sais, on dirait ce genre d'humoriste qui est pas dans le Instagram absolument. Il est pas dans le Facebook. Il s'en fout complètement. Il fait ses jokes. Puis on dirait que, tu sais, j'ai beaucoup d'amis, on dirait qu'ils sentent la pression de devoir être drôle sur Instagram, faire des vidéos, faire des sketchs constamment. Puis des gars comme Simon Leblanc, il est à part. Puis il arrive à super bien rouler sa vie, tu sais. Mais Simon Leblanc, c'est l'exemple ultime du bouche-à-oreille. Simon Leblanc, il est tellement bon que quand tu sors de la salle, tu veux texter des amis. Ah, il est fort sur Instagram, il est fort sur Facebook, mais c'est pas lui qui le fait. C'est les gens dans la salle qui font ça pour lui. C'est génial. Il est maître des réseaux sociaux. Ouais, mais c'est juste pas lui qui tape. C'est les autres qui le font pour lui. Si on parle de... Et ils ont oublié que sa grande force à Simon Leblanc, c'est la réalisation. Avant tout, Simon Leblanc, c'est un réalisateur. Alors, les peu de vidéos qu'il fait, parce que des fois, il en fait des vidéos, sont renversantes, sont réussies, sont belles, sont bien découpées, c'est un grand réalisateur. Ces shows qui sont disponibles, je crois, sur YouTube, sur Helico, sur d'autres plateformes. La petite vidéo qu'il fait avant, c'est super beau, c'est réussi. Ah, je savais pas que t'es réalisateur. C'est un réalisateur. Simon Leblanc, avant tout, c'est un réalisateur. Tu m'apprends des choses. Cool. Mais ça me ferait qu'il n'est pas sur Facebook, il n'est pas sur Instagram. Ah, il n'est pas souvent là. Il y a un mystère autour de lui. Mais quand il fait de quoi sur Instagram, ça éclate. Ouais, c'est ça. Non, je comprends. Simon Leblanc, il est jamais mauvais. C'est la force de Simon Leblanc. Il est jamais mauvais. S'il va à une émission, ça finit bien la semaine, il marque la saison. Parce qu'il choisit sûrement. Parce qu'il est bon. Ouais, c'est ça. Puis quand il est devant une caméra ou quand il est devant un public, c'est parce qu'il est bon. C'est une force. C'est tellement plus de pression que, comme moi, le faire à tous les jours. Ah, je comprends. Vu que tu es auteur, il y a quelque chose qui me chicote, mais je me demande, vu que tu écris pour des gens, tu sais, pour Kat Levac ou peu importe, est-ce que ça gosse d'être un peu dans l'ombre? J'adore ça. C'est génial d'être dans l'ombre. Ah ouais? Ouais. T'es pas un peu, peut-être pas jaloux, mais Non. t'as pas envie? C'est vraiment cool. Et aussi, j'écris toujours pour des gens qui sont très différents de moi. J'écris pas pour des blancs de 30 ans avec des gros nez.
Je comprends. La plupart les gens avec qui je collabore, c'est Adib, Mariana, Catherine. Je pourrais jamais être ces gens-là. Je pourrais jamais être un gars de Ville-Saint-Laurent de 6 pieds 2 qui a cette verve, qui a ce verbe. C'est tellement génial, chuchoter une oreille ou une idée à Adib, il la transforme puis il l'amène à un autre niveau. C'est tellement enivrant. Pareil, pour écrire des blagues pour Catherine, elle est tellement... Je veux dire, j'aime tellement écrire des blagues pour Catherine parce que mon humour, dans la bouche de Catherine, dans la personnalité de Catherine, c'est génial. Quand je collabore avec elle, elle fait plus que 95% des trucs qu'elle dit, mais des fois, quand je glisse une ligne à Catherine, puis elle dit à sa manière, elle change les mots. C'est génial. C'est vraiment cool de se cacher derrière Catherine Levac. C'est vraiment cool d'être un gars de 230 livres, 6 pieds, caché derrière une petite fille d'Ontario francophone, russe. Je trouve ça génial. D'être dans l'ombre, je trouve ça génial. Parce qu'en plus, c'est même plus facile d'écrire pour les autres parce que tu as un regard extérieur. Tu peux voir, moi, si j'étais toi avec ce que tu dégages, je dirais ça. Ça t'ouvre d'autres portes de création, de juste parler à toi directement. Écrire pour soi, c'est vraiment difficile. C'est plus difficile, c'est découvrir son style, découvrir qu'est-ce qu'on dégage, découvrir qu'est-ce qu'on est. Ça fait tellement mal. Puis en ce moment, quand tu écris pour toi, comment ça se passe? Puis pour l'instant, pas pire. Pas pire. Pas pire. Grâce au podcast, parce que je le fais beaucoup. C'est ça. Est-ce que le podcast t'aide? Énormément. Énormément. Est-ce que tu prends du contenu direct ou ça t'inspire? C'est quoi le processus? Non, parce que des fois, dans mes intros, moi, j'appelle ça du stand-up, même si je suis assis. Ouais. Là où ça m'aide, je parle dans un micro. Ça m'aide dans mon rythme. Ça m'aide dans le choix de mes mots. Ça m'aide dans qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui est pas drôle. Puis ça m'aide dans mon être calme. Ça me donne faire... Quoi? Dans la dernière année, j'ai peut-être fait plus de 100 heures de podcast, mais ça, c'est 100 heures d'être drôle dans un micro, de gérer une pression, de gérer un tempo. Ça m'aide. En plus, si le but ultime, c'est faire des spectacles d'1 heure, avoir des longs podcasts, comprendre c'est quoi un rythme de podcast, comprendre c'est quoi commencer, comprendre quand est-ce que l'énergie tombe, comprendre quand est-ce que c'est bien que l'énergie tombe. Parce que tu peux pas être tout le temps là pendant 1 heure. Comprendre ce rythme-là, c'est une... T'as été invité à la base au podcast de Mike Ward. Ouais. Comment s'est passé, ce moment-là? Quand on se prépare à être sur le podcast de Mike Ward? Premièrement, j'avais fait beaucoup de podcasts. Moi, je suis extrêmement chanceux parce que je crois beaucoup... C'est vraiment cool de pas être connu zéro. Non, mais en ce moment, je suis pas connu, là, mais à une époque, je suis encore moins 1000 connu. C'est vraiment cool de pas être connu parce que tu peux essayer des affaires. Les anecdotes que j'ai contées à Mike Ward, je les ai contées plein de fois dans ma vie, plein de fois dans des loges et quelques fois dans d'autres podcasts qui ont juste pas levé parce que c'était tout petit. Alors, comment je me suis préparé à Mike Ward? Ça faisait, je pense, 2-3 ans que je faisais beaucoup de radio étudiante et beaucoup de podcasts. Fait que j'avais l'air du gars qui faisait ça pour la première fois. J'ai un peu joué ça, mais j'avais un peu répété. J'avais un peu c'était quoi? T'étais pas stressé? J'étais énormément stressé. Et à la fin du podcast, je pensais que je m'étais planté. Je pensais qu'il y avait pas eu d'ambiance. Des fois, quand je fais le podcast, moi-même, tu sais, je suis là, mais on dirait que des fois, je me sens dehors. Ouais. Des fois, je sors, puis je regarde, puis là, je reviens. Puis Mazan parlait, il y a 2 semaines dans son podcast, elle disait que des fois, dans ses shows, elle sortait d'elle-même, elle se regardait, puis elle revenait, mais elle, c'était genre... Elle aimait ça, elle disait comme c'était en malade ce que je vis en ce moment. Moi, je suis plus en mode, OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que son micro est correct? Est-ce que quand je parle, j'articule? Tu sais, je pense à tout ça, puis on dirait que ça me fait ça. Puis il faut que j'arrête de faire ça, ça me sort de mon fun, de l'échange. J'ai un contre-argument à ça. Vas-y. C'est vraiment bon que tu fasses ça parce que t'es pas juste un animateur, t'es aussi un producteur de podcast. Il y a personne d'autre. Il y a juste nous deux face à face. Il n'y a pas de réalisateur, il n'y a pas personne au son. Fait que c'est important que tu fasses ça. Je comprends que tu ne te sens pas présent. Puis je comprends que tu te sens un peu stressé, mais ça fait que ton podcast est bon. C'est super important que tu te poses ces questions-là. C'est super important que tu te dises est-ce que mon invité a du fun? Est-ce que c'est plate? Est-ce que le son est bon? C'est bon pour le résultat final. Et je crois que pour une job de producteur, t'es jamais dans l'instant présent. T'es tout le temps dans... Ouais, je comprends. Faut toujours que tu prévois un peu plus loin. Alors, c'est normal. Mais tu sais, je suis ami avec Breton, le cher Sam Breton qu'on adore. Puis il me parlait que quand il travaillait sur lui avant ses shows, au niveau de l'articulation, au niveau des pas qu'il allait faire, les mouvements, son producteur disait quand tu embarques sur les planches, pense plus à rien.
tromperas, tu vas refaire par après, mais sinon, on perd pas le moment présent. Puis des fois, dans le podcast, je le sens que je m'en vais un peu. Puis c'est pour ça qu'à ce heure, j'ai des cartons avec mes questions au cas où. Avant, je suis comme, OK, il faut que je me rappelle de ça, je vais demander ça. Je suis comme, Chris, je vais les écrire sur un bout de carton, ça va apparaître. Puis des fois, je vais faire ça. Puis je vais recommencer, puis ça va m'enlever le stress de faire Asti, j'aurais dû poser la question Moi, j'ai concernant. un contre-argument à ça. Encore, vas-y, challenge-moi. Si t'as pas de carton, puis tu fais 10 épisodes, après 10 épisodes, t'en auras plus besoin. Par contre, si t'as des cartons après 10 épisodes, tu pourras plus. C'est ça. À la base, j'en avais pas. Je sais. Mais là, il y a des invités que j'ai eus, je fais Asti, je voulais y parler de ça. Puis tu sais quoi? Le monde ne le sauront jamais. Le monde ne saura jamais ce que t'as jamais filmé. Moi, le savoir. Bien sûr. Parce que je suis intéressé. J'en doute pas. Au pire, je vais le réinviter. Puis, ça, c'est dans ma vision d'avis, là. La frustration, c'est un beau moteur. Sortir d'une entrevue par fuck, c'est un beau moteur pour la prochaine. T'as pas tort. Fait que pas de carton. Comme tu veux. Mais moi, je suis d'avis que pas de carton, c'est une super habileté à développer. Puis les gens vont plus. Deux trucs que j'ai observés. Quand t'as pas de carton, les gens sentent que t'es pas préparé, fait qu'ils en donnent plus. Parce que souvent, pour parler des humoristes, ils ont horreur du silence. Fait que moi, les meilleures confidences, je suis juste en silence puis je suis immobile. Puis les humoristes trouvent ça plate puis ils me disent « Ah, c'est un truc que j'ai jamais dit par rapport à ma relation avec mon père. » Puis ça part. Mais toi, tu reçois beaucoup de gens qui sont habitués d'être dans des podcasts, des shows télé. Moi, j'ai des gens qui ont fait un podcast de leur vie. Des fois, je reçois des avocats, je reçois avec des... C'est vrai. Après, t'as du monde qui sont... On passe au... Mais moi, je suis d'avis qu'il ne faut pas avoir de carton. Parce que le plus grand animateur au Québec, c'est Guy Lepage puis des cartons. Il faut se détacher de lui parce que si on fait comme lui, pourquoi nous écouter? Parce que Guy Lepage le fait mieux que nous. Je comprends. Mais à la base, moi, je suis comme entre un podcast et une entrevue. Je sais pas comment je veux dire. Je suis plus dans le... J'ai vraiment un angle que je vais apporter. Fait que je veux pas oublier des questions par rapport à les dépressions des gens ou des moments qui ont vécu, qui ont changé leur parcours. Fait que c'est ça. Je comprends. Je vais passer de 3 cartons à 1 carton. Mais t'as vu, là, depuis le début, je les ai. Pas regardé une crise de fois, les cartons. T'as pas besoin. Tu le sais. Parce qu'il est dans ma tête. Mais c'est un petit backup, au cas où. Ça me déstresse. Parce que moi, un truc que j'ai... Moi, longtemps, je peux pas faire de scène, de stand-up, sans mon pacing. OK. Mais c'est une énorme béquille. C'est très grave avoir à mon humble avis, là, c'est très grave avoir son pacing sur scène. Surtout quand tu parles à des comédiens de théâtre qui font... Mais c'est un péché. Pour eux autres, ben oui, c'est ça. Tu peux pas... Puis aussi, deux trucs géniaux que j'ai compris en n'ayant pas de carton. Si tu as un carton, les gens, ils font « Ah, ils niaisent ». C'est tout réfléchi. Ce qui est cool du stand-up, c'est... Ce que je dis, je viens d'y penser. Faut que tu ailles l'idée que ce que je dis, je viens d'y penser. Je comprends. Et aussi, quand tu n'as pas de carton puis tu te rappelles plus de tes jokes, tu paniques. Et des fois, ce que tu crées pour sortir de cette anxiété-là est génial. Je sais pas ça de même. J'avoue, pour un humoriste sur scène, oublier où c'était rendu, ça va être l'enfer. T'inventes. Parce qu'au départ, parce qu'on fait pas Othello. On rend pas honneur ou hommage à une pièce qui est là depuis des siècles. Je comprends. On invente tout. Puis souvent, les moments d'improvisation sont super bons dans des choses d'humour. Ouais. C'est vraiment fort en général quand quelqu'un improvise. Quitte à ce soit quasiment dangereux de trop improviser, c'est tellement fort. Quand je fais tech de son pour Sam Breton, des fois, commencer avec l'impro, je suis comme, man, ça rentre, là. Je suis là, mais tu pognes ton texte, là. Mais tu sais, lui, il arrive à équilibrer, mais des fois, je suis comme, c'est tellement fort en impro, quand tu redescends ton texte, ça peut comme retomber trop. Mais, Ce qui montre que ton texte n'est pas bon, il faut que tu réécrives. Fait que c'est parfait. Ouais. Pas normal que ton... Non. Normalement, le truc que tu as pris le temps de réfléchir, d'écrire, devrait être meilleur que de dire que la madame a un rire drôle. C'est même... C'est pas parce que ton improvisation est trop forte. Moi, comment j'imagine, c'est que ton texte n'est pas assez bon. Je pense que les gens se disent, là, il improvise. Là, on le sent. Puis là, c'est drôle. On dirait que quand tu retombes dans ton texte, que les gens sentent que... Puis les bons interprètes, tu sais pas la différence. Il embarque son texte, ça Sam Breton, tu sais comprends. Sam Breton, une de ses forces, t'as vraiment l'impression que c'est un gars qui devrait pas avoir un micro. Je comprends. Qu'est-ce qui fait que... Voyons donc. Ah, wow! Comment il agit, comment il improvise, comment il parle. T'as l'impression que c'est juste un gars qui il a appris il y a 15 minutes qu'il faut qu'il monte sur scène. Il est fort. Breton, là, c'est une machine de l'humour. Mais ça, une machine. C'est un exemple. C'est extraordinaire. Si on revient à toi, tantôt, tu disais que
tu as appris à doser, justement, à pas tout le temps vouloir puncher à côté à travers ton podcast. Mais tu sais, moi, je me mets à la place d'un humoriste qui fait un podcast, comme lui de Mike Ward ou même le tien. Comment tu fais pour doser, justement, de pas vouloir toujours être drôle? Tu es humoriste, on dirait que moi, j'aurais la pression de toujours vouloir puncher, toujours vouloir être drôle, toujours vouloir paraître comique. Comment tu fais pour dealer avec ça? Pour Mike Ward, Même pour le tien? Pour le mien, c'est différent parce que pour le mien, je suis en total contrôle. Niveau, s'il y a un commentaire que je n'aime pas, je peux l'effacer. Et je suis tellement en contrôle, je peux faire du montage. Je suis tellement en contrôle que si j'aime pas l'épisode, je peux même pas le mettre. Je peux décider de pas le mettre sur Internet. Alors, je me sens plutôt bien. Par rapport à Mike, moi, ce que j'ai observé, c'est je fais ce que mon instinct me dit de faire parce que j'ai pas la bonne réponse. Personne n'a la bonne réponse. Et un truc, il y a des gens qui vont m'aimer parce que je punch tout le temps. Puis il y a des gens qui vont me détester parce que je punch tout le temps. Alors, t'es coincé des deux côtés. Fais ce que ton instinct te dit de faire. Et qu'en bout de ligne, c'est juste un podcast. Puis c'est juste du monde au bordel qui discute. Et que si quelqu'un aime pas ça, puis que ça le dérange, il va pas bien. C'est pas normal que t'ailles pas bien. Parce que dans un podcast, tu trouves que je coupe la parole à l'autre invité. Tu peux me trouver niaiseux, tu peux arrêter, mais si ça t'enrage, que se passe-t-il dans ta vie? Quand tu faisais des podcasts, avant que tu fasses des podcasts, tu faisais de la scène. Tu as arrêté de faire de la scène, puis tu as recommencé. Ouais. Comment ça se passait tes premières fois sur scène? Quand j'ai recommencé? Avant. La première fois que tu as embarqué sur une scène, c'était comment? Terrible. Terrible le vivre. Est-ce que tu penses que c'était terrible aussi en tant que humoriste? J'étais horrible de l'extérieur, mais il y avait de quoi de fascinant de me voir parce que c'était que de l'instinct et c'était pur. C'était vraiment une personne pure. Je bougeais tout croche. Il y avait de quoi de fascinant à me regarder pendant 5 minutes. C'était vraiment comique. C'était un peu comme voir un ours dans une piscine hors terre en banlieue. Il y a de quoi de fascinant. Il n'y a pas d'affaire là, mais il y a tellement de plaisir. Est-ce que tu over-agissais ou tu étais juste toi-même? Tu te laissais aller? Puis... Je pense pas que tu peux être toi-même quand des gens sont en silence, te regardent, tu as un micro entre les mains et une lumière dans les yeux qui fait que tu vois rien. Je pense pas que c'est ça être soi-même. Je pense que la grande force des humoristes, c'est qu'ils ont créé, avec leur talent et avec leur expertise, une illusion qu'ils sont détendus et qu'ils sont soi-même. Ils sont pas détendus et ils ne sont pas eux-mêmes. Parce que quand il y a personne seul chez eux qui est tu performes. C'est pour ça que c'est intéressant. Louis-José Hood est le fun à regarder parce qu'il performe. Quand il est seul chez eux, puis il lave la vaisselle, il est plate. Il lave la vaisselle. C'est ça qui est intéressant, je pense, des humoristes, c'est qu'il te fait croire que, hey, le gars, man, tout ce qu'il fait, c'est jaser. Tout ce qu'il fait, c'est jaser, puis le monde rit. Je pense que c'est l'idée des bons humoristes, là. C'est pour ça que c'est aussi traître quand tu regardes des grands. Michel Barrette, tout ce qu'il fait, c'est jaser, c'est simple. Tu montes sur scène, tu jases d'une affaire qui est arrivée en 1971. N'importe quel imbécile peut faire ça. Eh bien, non. C'est super difficile. Je crois que c'est ça la grande force des humoristes, c'est qu'ils ont un équilibre entre le travail et la détente. Ils sont pas tout à fait détendus, ils sont pas tout à fait non plus en performance puis vraiment conscients de ce qu'ils font. Puis là, t'as arrêté parce que tu te trouvais horrible? J'ai arrêté parce que j'étais vraiment pas bon. J'avais un trac énorme et l'écriture allait bien. Puis qu'est-ce qui t'a fait recommencer à faire de la scène? La première fois que j'ai refait de la scène, c'est le lendemain des Oliviers. Parce que tout le monde était le lendemain de veille. Et à une soirée d'humour, JC Surette m'appelait en disant « Yo, plein de monde me choke. Viens faire un 10. » J'ai fait un 10 minable, mais je me suis dit « Wow, je vais être bon. » Et j'ai commencé. Étais-tu moins stressé? Horrible, pire. Au début, je me suis dit « Moi, imiter Adib. » Ça, on va faire. Moi, je vais faire une imitation cheap d'Adib. Pas me mettre le micro sur... Pas pour moi, Adib, c'était ça. Tu mets un micro sur un mic stand puis tu parles. C'était juste ça, Adib. C'est très réducteur, là, mais dans ma tête, c'était ça. Fait que je mettais le micro sur un mic stand. Je me mettais comme ça. J'avais une bosse dans le dos, puis je comptais des choses en regardant une table. Personne riait, bien entendu. Et je sais que j'ai vu une évolution après 3 semaines quand je me suis dit « Ah, à sortant de scène, j'ai pas mal au dos. » Parce que je me suis un peu plus détendu. Mais est-ce que tes textes étaient bons ou non? Non, c'est nul.
C'était vraiment nul. Mes textes étaient pas bons. Ma performance était pas bonne. Mon attitude était pas bonne. Mes angles étaient pas bons. Mes yeux étaient pas à bonne place. Ma voix était pas à bonne place. Tout était nul au complet. Mais je me suis dit, wow, un jour, je vais être bon. Mais quand tu fais pour justement reprendre confiance, quand tu vas faire un show et qu'il n'y a pas personne qui rit, tu te dis, il faut que j'améliore, tu y vas par étapes, tu dis, OK, bon là, ma posture. Après ça, mes textes. Après ça, mon regard. Tu y vas comme ça? Ouais. Qu'est-ce que ça change en premier? Prends le micro dans tes mains. C'est pas toi. C'est pas toi. T'es pas comme ça, toi. T'es pas... Parce que mon idée, c'était... Ah! Moi, je parle beaucoup avec mes mains. Fait que, tu sais, si j'ai le micro comme ça, hein? Ça va être... Tu sais, je parle avec mes mains. Hein, cool. Non, c'est pas moi, ça. Puis c'est beaucoup plus intéressant si j'ai un micro puis je parle avec mes mains. Parce que des fois, je peux juste enlever le micro, parler avec mes... J'ai trouvé un moyen de... Puis est-ce que tu t'es cherché en tant qu'humoriste, vu que tu écris pour les autres? Énormément. Énormément. Qu'est-ce que tu as fait pour arranger ça? Moi, j'étais obsédé par... Dès que j'étais allé mal, le plus tough, je réalise que le plus tough, c'est l'anxiété. Le trac. Ouais. Je suis sur scène, j'ai le trac. Comment je peux régler ça? Généralement, le trac s'en va quand les gens rient. Travaille tes 3 premières jokes. Ah. Et les 3 premières jokes, coup de poing d'en face, tu vas les entendre rire, tu vas te détendre, ensuite, ça va bien aller. Fait que j'étais obsédé par mes 3 premières jokes. Puis, à chaque jour ou presque, tu fais des gags sur Instagram, j'ai remarqué. Je suis à chaque jour sur Facebook depuis environ 5 ans. Qu'il y a une bonne discipline là. Là-dedans. Là. Tu le fais, t'arrêtes pas. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui commencent des choses qui arrêtent. Mm-hmm. Cette discipline-là, est-ce que tu l'as ailleurs dans ta vie? Ça, je pense que c'est la force des toxicomanes. Quand t'es toxicomane, ça prend de la discipline, boire à tous les jours. Ça prend c'est ça qui est... C'est le côté positif des toxicomanes. On a on fait ça tous les jours. 2, ben, on veut pas se faire pogner, puis on veut pas que le monde nous dise qu'on est toxicomane. Fait qu'il faut avoir faut être gentil, puis faut être doux. Faut pas que le monde... Quand t'es toxicomane, tu travailles tellement fort à ce que les gens t'aiment pour pas que les gens ils te disent « Yo, tu bois pas mal » ou « Ya, tu consommes pas mal ». Ça fait que ça vient. C'est pour ça que quand les gens disent « Ah, je savais pas qu'il consommait, il était tellement gentil. » Ben, c'est pour ça qu'il était fin. Il voulait pas que ça transparaisse. C'est fou comme... Moi, la toxicomanie m'a forcé à me faire des amis, à être doux, à être gentil, à l'écoute des autres pour pas qu'on remarque ces choses-là. Et aussi, qu'est-ce que la toxicomanie m'a amené? C'est que j'étais obligé d'avoir un job. Parce que j'avais besoin d'argent. C'est pas gratuit, là? Non. Parce que alors, je pense que ma discipline, entre autres, vient de là. Mais là, tu l'es plus aujourd'hui, toi, bien. Zéro. Est-ce que tu es comme zéro alcool, zéro tout, ou tu bois à l'occasion? Pendant 18 mois, j'ai arrêté de boire. Quand même. Là, j'ai recommencé tranquillement. Puis j'ai réalisé, wow, c'est pas normal que à partir de 14h, t'as hâte de boire à 6h30. Puis je m'étais dit, gars, j'ai pas besoin d'alcool, je vais juste boire le soir. Puis c'est pas normal qu'à partir de 14h, tu fais, yo, le drink dans ma bière, ouais. Là, en ce moment, je bois de temps en temps. Puis ça se passe bien. Tu contrôles. Je pense pas que c'est parce que moi, ce que j'aime de boire, c'est perdre le contrôle. J'adore ça. J'adore boire jusqu'à temps que je sente plus ma face. Alors, est-ce que je suis vraiment en contrôle, je l'ignore. Ça fait longtemps que je me suis pas saoulé. Ça fait longtemps. Puis c'est ironique parce que si je me saoule pas, le lendemain, j'ai pas envie d'en boire. Parce que mais c'est pas intéressant, ça. Non. Parce que t'as pas eu pas le bonbon, mais t'as pas été assez défoncé pour faire comme OK, c'est ça je voulais. Mais la plupart de mes amis qui ont des problèmes de consommation, souvent, je sais qu'ils vont bien quand ils arrêtent avant, tu sais. Quand t'as le contrôle de faire comme je veux pas me saouler. Ils boivent, ils sont chauds, tu sais, mais ils arrêtent à temps. Puis je suis comme là, t'as une bonne passe en ce moment. Là. Ben moi, ce qui est cool, c'est qu'avec l'attitude que j'ai, je peux traîner avec des gens qui boivent, puis ils savent pas que je boive pas. Je suis dans la même longueur d'onde qu'eux. Moi, ma personnalité, c'est... On dirait que j'ai 3 drinks dans le corps tout le temps. C'est pas faux. Je parle fort, je dis mon opinion, je coupe. Hey, salut, je parle de ma vie sexuelle. Je suis un gars qui a 3 rum and coke dans le corps constamment. T'es chaud à l'année. Ouais. C'est drôle, ça. Je veux qu'on parle un peu de cette passée un peu de ta vie, parce que dans un podcast, je sais pas c'est lequel, mais un des premiers que j'ai écouté, tu commences, tu es au Miami Deli, Ouais. tu te filmes l'intro, puis tu commences en disant Mike Ward, merci d'avoir été là, parce que avant que tu m'invites à ton podcast, j'étais en dépression, Ouais. je suis un antidépresseur, puis je bandais pas.
Puis j'étais comme, man, c'est fucking beau avoir quelqu'un qui en parle ouvertement, autant les antidépresseurs que le pas bandé, là. Mais tu sais, que je pense que ça peut aider, ça peut prévenir beaucoup de gens à sombrer vers la dépression. Puis il faut qu'on en parle plus. Même Maz en a parlé pendant un podcast qui était médicamenté. Puis je suis comme, man, il faut que les gens en parlent. Surtout des gens qui ont un impact, tu sais. Même si t'es pas Louis-José Hood, t'as quand même 15 000 personnes qui te suivent sur Instagram. T'as quand même un pouvoir t'as un pouvoir de pouvoir. Aider les gens, tu sais. Fait que je trouve ça beau que t'en parles. Puis t'as dit que grâce à ta psy, t'as recommencé à faire de la scène. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as fait travailler? Grâce à ma psy m'a fait sentir mieux. Quand tu te sens... je crois que c'est un mythe que c'est quand on va mal qu'on fait de l'art le plus intéressant. Parce que pour faire de l'art, il faut quand même se sentir un peu bien. Je crois qu'il faut se sentir bien pour parler des choses qui vont mal. Je crois même que quand un artiste fait, regarde son art, mais il va mal, je crois que pour parler des trucs qui vont... Pour parler de ma dépression, j'étais plus en dépression. Souvent, un truc que j'ai observé, c'est si tu parles de ta dépression dans ta dépression, c'est bizarre. C'est pas intéressant. Tu n'arrives pas à connecter avec personne. C'est juste noir. C'est pas tout le monde qui est capable de parler de sa dépression en dépression. Il y en a qui ils ont ce talent-là, pas tout le monde. Alors, comment ma psy m'a aidé? Ma psy m'a aidé parce que elle m'a aidé à me sentir mieux. Et quand je me sens mieux, j'ai envie de créer. Mais quand je me sens... Parce que moi, quand je me sens bien, j'ai envie de créer. Puis quand je me sens mal, je veux m'auto-mutiler. Fait que je veux m'auto-mutiler en brisant mes relations, en fuckant mon corps, en buvant trop, en me nourrissant mal. Quand je vais mal, moi, c'est ça que je fais. Quand je vais mal, je fais pas une grande symphonie. Quand je vais mal, mon œuvre, c'est à quel point je peux gâcher mon existence. Jusqu'où je peux me rendre malade. Un genre d'auto-sabotage, hein? Ouais. C'est l'enfer, ça. Puis, est-ce qu'aujourd'hui, tu consultes encore ou tu consultes plus? Régulièrement? Ouais. Je pense que c'est important, ça aussi. Si tu tombes sur une bonne psy, parce que deux trucs, tu peux tomber sur un mauvais psychologue, un mauvais thérapeute, un mauvais psychiatre, et aussi tu peux être un mauvais patient. Il y a des très mauvais patients. Il y a un meme qui était sur Twitter, c'était un meme, là, je veux pas... Bref, le meme, c'était pourquoi les hommes font ça à place de la thérapie, puis la joke, c'était tu remplaces plein de comportements. Tu parles en thérapie, puis que ça aide pas pantoute. Même si t'as des traits de personnalité nocifs, la thérapie, ça peut t'aider à être un meilleur manipulateur. C'est ça. Plutôt que... Un des thèmes de la série Les Sopranos, un des trucs à la fin de la série, on se rend jusqu'au bout, la psychologue réalise « J'aide pas mon patient. Au contraire, je l'aide à être un criminel encore plus efficace. Je l'aide à tuer. Je l'aide à mieux voler. Je l'aide au contraire. » Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller en thérapie par peur d'aller chercher, déterrer des vieux trucs, puis ça vient de te blesser, tu sais. C'est un de mes premiers... Un de mes premiers dangers, je me suis dit, si je vais consulter maintenant, j'ai pas le goût de déterrer des trucs que j'enterrive le genre 10 ans, là. Ça me fait vraiment mal. Fait que je voyais pas l'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas mal à cause de ça. Je pense plus. Tu sais, c'est enterré. Fait que de me dire, j'allais consulter. Puis c'est sûr que quand je me sens aujourd'hui, est affecté parce que j'ai fait le 10 ans ou parce que j'ai vécu le 10 ans. Je sais que c'est ça. Mais j'ai pas le goût d'aller vivre ça parce qu'il y a trop de douleur en dessous de ça, tu sais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas consulter par peur d'aller encore plus mal. Tu dis, je vais déjà mal de même. Si en plus tu me parles de mon enfance, que mon père me délaissait puis me maltraitait, Chris, no shit, je vais pas aller bien, tu sais. Mais il faut que les gens comprennent qu'un bon thérapeute, une bonne psy, fait pas ça, là. Elle va régler un peu ce que tu as maintenant, mettre le baume, puis quand tu es prête, elle va être dig après dans ton passé. Mais c'est pas direct. Bon, on a comme l'image de la thérapeute qui fait « Parle-moi de ta mère ». Non, c'est les bons font pas ça. Ah, Il y a des très mauvais. Mais moi, je pense que ce qui est difficile, c'est pour ça que je veux pas tout le temps dire aller en thérapie, parce que tu peux tomber sur des mauvais psychologues qui peuvent réellement faire ce que tu viens de décrire. Il faudrait qu'il y ait un genre de Google 5 étoiles, là, qu'on puisse... Y a-tu ça, tu penses, pour les psys? Le truc, c'est de... Moi, je pense que le meilleur truc pour les psys, c'est de te le faire recommander. C'est vrai que moi, le mien a été recommandé par une de mes clientes. Voilà. C'est une fille qui pense un peu comme moi, un peu le même set. C'est sportif. essentiel. C'est essentiel. Mettons Adib, que j'adore, qui est une personne dont... Sans doute l'individu dont je respecte le plus le raisonnement. J'adore comment il raisonne. On n'a pas le même schéma, on n'a pas le même
genre le même genre de psychologue, mais à des années-lumière. Ils sont tellement différents. Puis c'est mieux pour nos deux personnalités. Ouais, il y a peut-être pas tant un bon psy, un mauvais psy, mais peut-être un psy qui va bien avec toi. Tu sais. Bien sûr. Je pense que ça fait une grosse différence. Là. Ta dépression était après la toxicomanie ou pendant? Quand c'est passé? C'est que moi, je parle beaucoup du fait que j'ai fait du speed parce que ça cogne, mais le vrai problème que j'ai eu, c'est avec l'alcool. Le vrai truc qui m'a réellement magané, puis j'ai eu des réels problèmes, c'est l'alcool. Et c'était... Moi, fait que oui, c'était plus ce moment-là. T'avais quel âge à ce moment-là? Ben, j'ai bu pas mal toute ma vie à partir de l'âge de 18 ans. Mais je dirais que les pires moments d'alcool, c'est entre 24 et 29 ans. Puis t'étais à l'école nationale de l'humour quand? À l'école, c'est fou. Je buvais aussi beaucoup à l'école. À l'école? Non, le soir, puis j'étais le lendemain de veille le lendemain. J'ai jamais bu à l'école. On va se souvenir. À l'école où j'avais 20 ans, je buvais beaucoup. Je buvais beaucoup. Puis quand t'as connu ta copine, tu buvais pas? Je buvais, ouais. Je buvais. Ben à ce point-là, c'était pas... C'était pas dramatique comme c'était avant. C'est ça. Mais c'était pas bon non plus. Fait que t'as pas arrêté le jour au lendemain. J'ai arrêté le jour au lendemain, mais il y a une journée, j'ai regardé ma blonde dans les yeux, puis j'ai fait j'arrête de boire. Puis elle a fait OK, puis je l'ai fait pendant 18 mois. Est-ce que t'as peur des fois de retomber en dépression, de retomber toxicomane? Non. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas pas retomber? Est-ce que t'as? Ah, moi, j'ai pas peur de retomber, je sais comment me relever. Le plus tough de tomber, c'est de rester là longtemps. Alors, retomber, ça me fait pas peur. Je me dis même que dans ma vie, je suis sûr qu'à 42 ans, là, je vais avoir une période où je vais recommencer à faire de la coke puis boire. Je suis convaincu. J'ai pas peur de cette période-là. Je crois que je vais en retirer quelque chose. Un moment donné, je vais me cogner à un mur. Puis je remonte. Puis je sais comment me relever. Je pense que c'est la force que ma psy m'a amené pour répondre à ta question précédente. Je sais comment me relever. Et quand tu sais comment te relever, tu as moins peur. Parce que moi, mon humble avis, c'est pas de tomber qui fait peur, c'est que la chute n'arrête pas. C'est un peu comme quand tu tombes dans un rêve, tu tombes, là, puis tu arrives au sol, puis ça continue. Là. C'est ça qui fait peur. Tantôt, tu me parlais de basket avant qu'on commence le podcast. Tu me disais que tu étais un grand fan puis que tu n'es pas super doué. Non. Je suis sûr que tu me torches pareil. Là. Je suis pas, moi aussi, je suis le genre de gars qui est bon. J'adore le basket. J'aurais voulu être bon, mais Chris, non, je suis pas bon. il y a de quoi qui va pas. Les pieds, les... On est blanc. Ouais, c'est peut-être ça, hein? On est blanc, on a des petites mains. C'est ça, je pense. Ben, je trouve que j'ai quand même une pas pire main, mais... Oh, mais c'est pas une main. Les joueurs de basket, ils peuvent... Ah, ils tiennent le ballon. Voilà. Moi, j'essayais souvent, mais ça marche pas du tout. Là. J'ai la main sèche, ça marche Michael pas, Jordan, c'est une de ses grandes forces, c'est ses mains. Une fois, il y a un coach qui a coaché Kobe Bryant et Michael Jordan, puis il a dit c'est qui le meilleur? Puis il avait dit Michael, comment ça, ses mains? Quoi? J'ai dit, je te jure, avoir des mains grosses comme ça. Ben oui, le contrôle du ballon fait toute une différence hein, ouais. au basket. Ma question face à ça était est-ce que c'est un de tes rêves d'être joueur, pas NBA, mais au du moins être un grand joueur de basket? Un de mes rêves, c'est sûr que je donnerais, mettons, 20 points de mon quotient intellectuel pour être meilleur au basket. Je pourrais, mettons, plus être capable de lire un livre puis le comprendre si je peux être dunker. Ouais. Oh, ouais. Je parlais de ça parce qu'hier, j'avais une discussion avec mon coloc face à des rêves, puis que, tu sais, il y a des rêves qu'on ne pourra jamais atteindre. Ouais. C'est aussi le fun. Je suis quelqu'un qui croit à ce qu'on peut faire de grandes choses. Je crois que si tu mets tous tes efforts, tu peux atteindre. Mais il y a des choses comme jouer à NBA, je veux dire, en tant que tel, je pense que le plus petit joueur de la NBA était quoi, 5 pieds 9 sûrement? Puis d'en avoir un, tu sais. Fait que je pense qu'il y a des rêves qui sont pas atteignables. Puis est-ce que c'est le genre de truc qui te blesse? Non. Je suis pas blessé que je vais jamais jouer dans l'NBA. Pas du tout. Parce que tu peux jouer quand même. Oui. Je suis blessé de pas être bon. Je suis blessé de perdre quand je joue du bon dans les parcs. Ça me blesse énormément. Je suis pas blessé de pas jouer dans l'NBA. C'est quoi tes futurs rêves? Mes futurs rêves... Ou c'est en as présentement que tu as le goût de réaliser? C'est un truc que je fais, vu que je travaille beaucoup. Ce qui est cool de travailler beaucoup, c'est que tu ne te vois pas dans l'avenir. C'est un des secrets pour pas... En ce moment, ton but, c'est de faire de la scène? Non. Mon but en ce moment... Ben, c'est ça qui est particulier. Mon but en ce moment, c'est de faire un bon podcast. Et... Ouais. Mon but, c'est d'en faire un bon podcast. C'est que c'est particulier, moi, avoir des grands buts quand il faut que j'enregistre dans 2 jours un podcast et dans 10 jours un autre. Ouais.
Alors, mais si je suis vraiment, j'ai vraiment des buts à court terme. Mon but, c'est quoi ma joke ce soir? Ça va être quoi ma joke que je vais publier sur Facebook? On va voir. J'ai des buts à très court terme. Ils sont drôles, tes jokes. Et je suis d'avis que plus tu fais des petites affaires, c'est comme ça que tu bâtis. Brique par brique. Ouais. Comment on mange un gros steak avec des petites bouchées? Ton podcast prend beaucoup de temps par semaine? Énormément. C'est pas toi qui fais le montage, là. Tout. Ben, le montage est fait en direct. OK, le gars, lui, il fait les cams directs. Ouais, mais ce qui est difficile, c'est faire l'intro, couper l'intro, trouver les segments, couper les segments, parler à l'artiste, s'assurer que l'artiste est d'accord avec les segments. Parce que je fais rien que l'artiste n'est pas à l'aise. Le publier, écrire les textes qui viennent avec les artistes, préparer les entrevues, faire le booking, trouver un moment, parler aux agents, c'est beaucoup d'énergie. Penser à pour avoir un gros invité, c'est des mois de préparation pour les avoir. Trouver un lien avec eux, parler à leur équipe, c'est énormément de... C'est du temps. Combien d'heures semaine tu penses tu mets environ là-dessus? J'en ai aucune idée, je compte pas ça. Beaucoup. Puis aussi, être assis comme ça, c'est des heures. Il y a un écrivain une fois qui avait dit « Je sais pas comment expliquer à ma femme que moi, assis sur le sofa, à flatter un chat, je travaille. Wow. » Parce que c'est des... À quel point tu prépares ton podcast? Énormément. Énormément. Est-ce que tu prépares tes questions d'avance? Est-ce que... Ouais. Je prépare mes questions d'avance, je prépare qu'est-ce qui va arriver, je prépare des clips, je me dis, dans ma tête, il faut qu'il y ait des moments forts. Parce que j'ai 2 spectateurs de podcast. J'ai ceux qui écoutent le podcast, j'ai ceux qui écoutent juste les segments. Il y a des gens qui pensent que mon podcast dure 15 minutes. C'est arrivé cette semaine parce que j'ai un épisode qui a plutôt fonctionné. Là, et j'ai beaucoup de gens qui ne me connaissaient pas. Ils pensent que mon podcast dure 15 minutes. Ah, c'est cool, ton podcast, c'est juste 15 minutes, pas comme les autres qui font 1 heure. Je me dis, ah, OK, cool. Alors, il y a ça aussi. Mais j'avoue que c'est un peu style Joe Rogan, tu sais, parce qu'il y a des longs segments. Mais c'est intéressant, ça. Parce que ça te permet de pouvoir choisir quel segment du show t'écoutes. Parce que des fois, j'ai plein de gens que j'écoute sur YouTube que j'ai juste un segment où ce qui parle de telle affaire. Je n'ai pas écouté le podcast au complet. Puis à la base, je pensais faire ça, mon podcast. Je pensais faire des segments plus longs. Et c'est tellement de la job. Est-ce couper les extraits? Puis là, Instagram, 15 secondes. Puis le cossin, hey man, c'est de la job en tabarouette. Ouais. Tu fais tout ça toi-même. Là. Tu coupes ça sur fucking Adobe. Faire le code pro, mais je veux changer. Là. Je parle à des amis qui m'ont dit que Premiere, c'est meilleur. Bon, mais aussi, ce qui est cool du podcast, c'est vu que je pars de rien, j'ai appris plein d'affaires. Maintenant, je sais un peu plus faire le montage. Je comprends un peu plus la lumière. Je comprends rien, là, mais un peu plus qu'avant. Ouais. Ça, j'apprécie. Je pense que c'est un des avantages de partir un projet de rien. C'est que tout ce que tu fais, c'est apprendre. Puis, toutes les posts Instagram, tu fais tout? Ouais. Ah, c'est de la job. Je pensais que tu étais aidé quand même par quelqu'un ou que... Non. La seule chose que je fais pas, c'est les sous-titres. Que j'envoie ça à des gens qui font mes sous-titres pour moi. C'est vrai, t'as des sous-titres? Ouais, c'est essentiel, des sous-titres sur les médias sociaux, parce que la plupart des gens écoutent leur... Pas de son. Pas de son. Ah, je sais. Moi, je veux pas y perdre. Je voulais faire ça, je suis comme, man, c'est de la job, là. Faut que j'envoie ça à quelqu'un, faut que je paye quelqu'un pour qu'il... C'est cher ou... Ça, je veux pas. Parce que je veux pas. C'est les gens qui travaillent, je veux pas donner leur tarif, mais hors d'onde, je veux t'en parler, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout, il faut que tu prévois, parce que tu vas comprendre que faire des sous-titres, c'est pas dans les 15 prochaines minutes. Si tu veux un extrait, puis tu sais qui est hot ce jour-là, faut que tu y aies pensé il y a 4 jours. Ah, c'est beaucoup de job, là, sous-titres. Faut que je pense à ça. On va penser à ça. On va trouver quelqu'un. Tu me donnes le contact. Bien sûr. On va faire plaisir. Voir on va faire plaisir. Ben, j'avoue que même moi, souvent, j'écoute pas le son. Bien sûr. Moi, je comprends pas, mettons, n'importe quoi qui est produit par Bell, qui n'a pas de sous-titres. Je trouve ça laid. Mais moi, je suis habitué à écouter du cinéma de répertoire. Fait que ça va de soi, moi, qu'il y ait des sous-titres. Oui, parce que c'est une autre langue. Ouais. Mais là, quand c'est en français, j'ai des sous-titres en français, je suis comme... Puis aussi, ça va être, depuis que j'ai des sous-titres, j'ai plein de fans français. Ils comprennent pas. Ils peuvent lire. L'accent, ça bloque. Un peu comme moi, une de mes séries favorites, c'est The Office britannique. Ouais. Je peux pas l'écouter sans sous-titres. Parce qu'ils font du slang. Ouais. Puis ils parlent pas comme de l'anglais de Londres. Ils parlent un anglais d'une ville industrielle avec des références puis du slang. Puis vu que il faut qu'ils parlent comme les gens parlent normalement, ben ils ont un peu la bouche relâchée. J'ai besoin de sous-titres. Alors je peux comprendre une personne de Nice
qui m'écoutent avec Philippe, mettons pas Philippe, mettons avec ma blonde, s'il y a besoin de sous-titres. T'as-tu beaucoup de gens d'ailleurs qui écoutent ton podcast? Pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Tu peux le voir dans les stats, genre, Ouais. tu check? Vraiment pas beaucoup. Mais c'est ça aussi le podcast au Québec. Des fois, quand j'ai eu l'idée de le lancer, je fais ça va être vraiment nice. C'est quoi le truc pour avoir des gens qui. Le truc pour avoir des gens qui d'ailleurs qui t'écoutent? Vas-y. Avoir des invités d'ailleurs? Des Noirs et des Arabes. Ça, des Noirs et des Arabes, ils vont t'écouter. Parce que les Noirs et les Arabes, eux, ils s'en calissent du pays. Ils font ah ouais, j'ai un frère, je vais l'écouter. Puis il y a aussi, faut pas oublier le phénomène de la diaspora. Les Marocains, il y en a partout. C'est vrai. Fait qu'ils vont écouter des Marocains. C'est vrai. C'est ça le truc. Fait que s'il y a juste des Québécois, il y a juste des gens de Montréal, trop de blancs, hein? Ah ouais. mais en bout de ligne, tu sais, je fais pas le podcast pour autant d'écoute, mais ça va avec. Je veux dire, tu sais, si tu veux pas Patreon, ça te fait des sous, là. Ouais. On s'entend, là. Ça aide, là. Ouais. Ça te paye pas un penthouse dans le vieux, mais peut-être McCord. Mais à part, je veux dire, en général, ça aide quand même beaucoup. Fait que, T'as énormément un Patreon. C'est bon, là. ouais. Cool. Dis-moi, tu as reçu les 5 questions que je t'avais envoyées? Ouais. T'as-tu des réponses? Ouais, faut que tu me J'attends. rappelles, mais j'ai. Ben oui, Ben je vais t'en payer pas de stress. Première question. Si tu avais un podcast dans le but d'inspirer, qui t'inviterait? Puis je précise dans le but d'inspirer parce que tu as déjà 2 podcasts. Tu aurais un 3e podcast. Chantal Petitclerc. Chantal Petitclerc, c'est une femme, l'athlète, là, qui fait je sais pas comment on appelle ce sport-là. Je trouve que les athlètes paralympiques ont aucune place et c'est les athlètes les plus inspirants. Je veux dire, oui, c'est impressionnant LeBron James qui dunk. C'est tellement plus inspirant un homme tronc qui fait une longueur. Il y a des hommes troncs, ils se noient pas. Ils font des longueurs. Ça m'inspire. Moi, ce qui m'inspire, c'est les handicapés. Je suis inspiré par n'importe qui a un handicap et qui fait quoi que ce soit. Mais si j'avais un autre podcast, je saurais les handicapés. Chantal Petitclerc, je trouve ça fascinant, cette femme-là, elle est compétitive, elle est forte, elle est la meilleure dans sa discipline. C'est d'une... Wow! Je trouve ça aussi, je parle pour elle. Pour gagner, il faut que tu aies une certaine agressivité. Il faut que tu aies une certaine... Je me fous, j'y vais, je fonce. Je trouve ça intéressant à quel point elle est douce, délicate, gentille. Mais sur la piste... Ouais, tasse-toi. Tasse-toi. Je trouve ça beau, ce contraste-là. OK. Puis si tu avais un livre ou un film que tu peux lire ou écouter? Un prophète de Jacques Audiard. Ça s'appelle Un prophète. C'est l'histoire d'un gars qui rentre en prison. Il connaît film, rien. là. C'est un film. Ah, j'ai vu. Ça s'appelle Un prophète. J'adore ce film-là. C'est un film qui, je crois, peut servir de fable pour plein de choses. Ça peut servir de fable pour la famille, ça peut servir de fable pour trouver son identité, ça peut servir de fable sur ce qu'on appelle les relations interpersonnelles, trouver sa place dans une industrie. C'est magnifique. C'est aussi une fable sur la violence, là. C'est à quel point c'est très violent comme film. Là. C'est un grand film. T'as-tu beaucoup de livres que tu lis ou non? J'essaie de C'est plus film que livre? j'ai écouté beaucoup plus de films que j'ai lu de livres. J'aime beaucoup lire, mais je dois avouer que j'écoute beaucoup plus de films que je lis de romans ou d'essais. Si t'es stressé, Ouais. parce que des fois tu dois l'être, là, évidemment. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour te donner calme? J'essaie. Quand je suis stressé, il y a quelque chose que je dois faire que je fais pas. Okay. Tant que je ne l'ai pas fait ou tant que je n'ai pas entamé le processus, je vais vivre ce stress. Alors, toutes les fois que je suis stressé, je dois faire « Ah, t'as pas fait telle affaire. Ah, t'es en retard par rapport à ça. » Alors, quand je suis stressé, je dois faire la chose que j'évite de faire. As-tu des routines pré-show ou pré-podcast que tu fais? Non. T'as rien qui peut te calmer, il n'y a pas avec ta psy, il n'y a pas des trucs que tu as mis sur place qui fait que, OK, là, tu vas avoir moins le trac parce que... Je suis calme quand je suis préparé. Le calme, c'est, à mon humble avis, plutôt le trac, c'est un manque de préparation. Alors, je me prépare. Si tu avais à peindre le bonheur sur une toile, qu'est-ce qu'on verrait sur ta toile? Une toile blanche. Pour moi, le bonheur, c'est le néant. Pour moi, le bonheur, ça va rien à faire. Pour moi, le bonheur, c'est une page blanche, c'est un nouveau projet. J'aurais une toile blanche.
du blanc, rien, vide. C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est un agenda vide. Ah, j'ai rien à faire cette semaine. C'est ça le bonheur. C'est la réponse qui m'a le plus impressionné à date de tous mes épisodes. C'est pour ça que j'envoie d'avance les questions des fois, parce que ça, c'est une nasty de bonne réponse. C'est très beau. Merci, c'est gentil. Si, dans la question, si tu avais 60 secondes pour parler avec la planète entière, tout le monde écoute Thomas Levac, qu'est-ce qu'on entend? Masturbez-vous. C'est super important de se masturber. Parce que si tu te masturbes, ça te fait du bien, ça te détend, puis tu as besoin de personne. C'est l'indépendance. Se masturber, c'est l'indépendance. Quand tu te masturbes, tu n'as pas envie de consommer. Quand j'ai consommé, c'est pas juste de la drogue. Juste consommer, tu n'as pas besoin d'acheter des affaires. Masturbez-vous. C'est super. Tu ne pogneras jamais de maladie. Tu ne vas jamais déranger personne. Si tu te masturbes, généralement... Je veux dire, il y a combien de mauvais moments que tu aurais pu éviter si tu juste masturbé? Ah, je sais. Mais tu en parles en plus ça, dans la vidéo du Miami Daily, où tu expliques que une des meilleures choses qui peut t'arriver, c'est de ne pas bander pendant des mois. Ouais. Parce qu'il y a tellement d'actions que tu fais pas, Ouais. des soirées que tu n'as pas le goût de passer, des places que tu vas juste pour Ouais. peut-être faire l'amour Ouais. que tu fais pas. Ouais. C'est pareil pour les femmes, tu penses? Convaincu. Convaincu. C'est super important de se masturber. Tu veux-tu vraiment passer du temps avec ce gars-là ou tu veux venir? Tu peux le faire toi-même. Tu peux le faire toi-même. C'est super. Puis aussi, toutes les amantes avec qui j'ai eu du fun, avec qui coucher, ils se masturbent beaucoup. Les pires amantes, c'est ceux qui ont besoin de toi pour venir. Non, non, non. Je vais venir. Si t'es là, super. Les T'es amantes... T'es un plus à l'équation. Ouais, ça va bien aller. Ça va bien aller. Se masturber. Se masturber. Ça aussi, c'est une réponse qui est pas pire dans mon top des réponses de cette question-là. C'est super le fun. Avec ou sans porn? Ça dépend. Le plus cool, c'est se masturber, c'est des trucs qui ne seront pas de la porn. C'est Mais ça. qui sont érotiques pareil. Mais ça, c'est dur. Parce que la porn, c'est un énorme fléau. Pour les jeunes, du moins. Là. Autant pour les jeunes garçons que les jeunes filles. Là, c'est un truc qui est l'enfer. Mais on dirait que se masturber sans porn, c'est dur. Tu y arrives? Oui. Oui. À la base, je faisais un podcast pour inspirer les gens, puis je pensais jamais avoir cette discussion de masturbation-là. Fait que je suis content. Mais c'est inspirant. C'est Oui. super important. C'est con, mais oui, honnêtement, C'est de la super façon que tu l'as... important. C'est pour ça qu'aucune religion veut qu'on se masturbe. Parce que si tu te masturbes, t'as pas vraiment besoin d'aller à la mosquée. T'as pas besoin. Après d'être branlé, t'as pas envie de te pencher. Puis, t'as pas envie. C'est pour ça que les... Oh, mais les vrais musulmans qui croient ne se masturbent pas. Mais je veux dire, dans la religion, jamais ils vont te dire de te masturber. Quand c'est tellement le plus important. Pour va te masturber, ça va bien aller. Va te masturber. Ça va partir. Va te masturber. Ben Laden, en plus, à la fin de sa vie, c'est ce qu'il faisait, pareil. Il regardait de la pornographie dans son bunker puis il se masturbait. Je sais pas s'il se masturbait, mais il écoutait beaucoup de porn. Il a trouvé de la porn dans souvent, sa... s'il écoute de la porn, c'est parce que... Généralement. Qui écoute de la porn sans... Ben, si ça t'excite, ça peut vraiment t'exciter. Peut-être qu'il mettait en... Il se testait. Ouais. Peut-être. Qui sait? J'étais pas là. Je connais pas la sexualité de Ben Laden. C'est drôle. Ben, Thomas, ça fut très cool. Puis je te souhaite des pages blanches comme rêve, comme ambition de bonheur, mais plein de textes, plein d'humour. Puis j'ai hâte de voir ce qui va se passer, vu que t'as pas trop d'idées de ce que tu as goût d'accomplir. Non. L'ambition, c'est terrible. Là-dessus, je mettrais un bémol, mais je comprends où tu vas en venir. Mais il faut de l'ambition, c'est important. Pourquoi? Parce que t'aurais pas fait ton podcast sans ambition. Sais-tu pourquoi j'ai fait ton podcast? C'est une de mes questions. T'as vu, carton, je l'ai pas sorti. C'était pourquoi lancer un podcast? Parce que Mike Ward, à chaque fois que je le croisais, il me disait « Pourquoi t'as pas de podcast? » Puis il disait « Je sais pas », puis il partait. Puis je me suis dit « Si j'ai un podcast, je vais pouvoir avoir une discussion avec ce gars-là. » Fait que j'ai parti mon podcast juste pour jaser avec Mike Ward. Pas à mon podcast, juste si j'ai un podcast, il va plus me poser la question pour aller à un autre niveau. L'ambition, c'est terrible. Ben, t'as l'ambition d'y parler. Non, c'est juste un gars. Faut pas oublier que Mike, c'est juste un gars, Mike. C'est une de ses forces à Mike. C'est vraiment juste un gars. C'est une de ses... Moi, je suis en admiration devant ça. Comment il est sur scène et comment il commande au resto, c'est le même gars. La même énergie, la même détente. Il va parler à François Bellefeuille comme il va parler à un fan qui vient le voir. Il n'y a aucune classe dans sa tête.
Ah ouais? Il y a plein de classes. C'est un Oh, gars, oui. mais il n'y a aucune classe sociale dans sa tête. Puis un truc aussi que je pense c'est qu'il beau, joue, ça. ce qui est génial avec Mike, elle déteste les microbes. Il haït les microbes, il haït les... Tu sais, il y a du purel, il n'aime pas toucher. Puis je crois que c'est vraiment bon, parce que pour lui, il n'y a pas de classe. Parce que tous les êtres humains ont le potentiel d'avoir des microbes. On s'en calisse que tu sois Justin Trudeau ou une femme itinérante. Tu peux être sale. Non, t'as des microbes. Peu importe, t'as des microbes, ça n'a rien à voir. T'as des microbes. Alors, il voit tout le monde sur le même pédestal. C'est des gens potentiellement qui ont des microbes. Il y a toujours la même distance. Et ça le rend super humain. Pour lui, les gens, c'est juste des gens. J'ai rarement vu ça chez quelqu'un. Mike Ward, dans son regard, dans ses actions, les gens sont des gens. Il parle à des vedettes américaines de l'humour comme il parle à un open micer. Je te jure, c'est la vraie affaire. T'as-tu peur de devenir très connu comme Mike Ward puis de perdre un peu de ton humilité? J'espère avoir une période où je suis célèbre et bizarre. Ça a tellement l'air le fun. Ça a tellement l'air le fun. C'est un truc qu'on discute jamais quand on parle d'abuser de son pouvoir. Ça a vraiment l'air cool, abuser de son pouvoir. Puis plus on fait des histoires de gens qui abusent de leur pouvoir. C'est ton film préféré de Wolf of Wall Street. Ça a l'air... C'est plein de gens qui font « Hey, sais-tu quoi? Je vais travailler plus fort. Parce que moi aussi, je veux être tellement riche que je peux mépriser les autres êtres humains. » C'est de l'ambition, ça. Moi, mais c'est pas bon. Mais ça, vouloir être riche comme Jordan Belfort, c'est peut-être pas la meilleure des ambitions. Oh, mais Bill Ford, c'est un voleur. Ça, c'est différent, ça. Ah ouais. Il y a quand même l'ambition de voler le plus de monde possible. C'est très méchant, ça. Mais C'est une ambition qui est vraiment mal placée, mais son ambition, c'est d'aider le plus de personnes démunies. C'est quand même une bonne ambition. Ouais! Ouais, c'est pas faux, mais... Je suis en train de lire un livre sur la dame, j'oublie son nom, qui a créé la ceinture verte au Kenya, qui est un genre de collectif de femmes qui ont planté des arbres partout. Puis elle était super impliquée. Elle a de l'ambition, là. Mais elle est en prison, elle fait tellement d'affaires, elle s'est fait battre plein de fois. Mais elle a de l'ambition de vouloir changer les choses pour le bien. Je comprends. Mais sa vie à elle, je sais pas à quel point elle était heureuse, je pense pas. Je pense que l'ambition vient avec un sacrifice sur ton bien-être à toi quand tu veux aider beaucoup de gens, parce que tu vas avoir moins... oui, ça rend heureux d'aider les gens, je comprends, mais ça reste que des matins que tu as souvent le goût d'aller en voyage plutôt que d'aller faire une pétition, que d'aller voir la misère en plus constamment, quelque chose qui est très demandant. Un philosophe que je cite tout le temps, parce que je l'aime beaucoup, s'appelle Slavoj Zizek, puis il dit « Le bonheur, c'est surévalué. » Ouais. Il dit « Marie Curie, là, quand elle travaillait sur ses grands travaux avec le radium, t'es pas heureuse. Et quand tu travailles, t'es pas dans le bonheur, t'es dans l'obsession, tu manges moins. Il y a quelque chose de très aliénant dans le bonheur. Dans la recherche du bonheur aussi. Dans le bonheur. Ouais. C'est aliénant. C'est aliénant tout le temps vouloir être heureux. Ça n'a pas de calice de sens. À quelque part, cette femme-là, son ambition, elle veut juste... Elle travaille. Elle a une certaine... Moi, je le répète souvent, mais je suis convaincu que la grande majorité de la tristesse est due à notre désir d'être heureux, puis de jamais l'atteindre, puis on vire fou. Je pense que c'est dans un podcast que tu as dit... Quand tu as dit ça, je ne vais pas me tromper dans tes paroles. Tu as dit, au lieu de... corrige-moi, là. Au lieu de chercher à poursuivre tes rêves... Fuis des cauchemars. Ouais. Poursuis pas tes rêves, fuis des cauchemars. Moi, je suis rempli de tatous, là. OK. De quotes, de films, de peu importe, ou d'auteurs que j'aime ou de speech. Puis quand j'ai entendu ça, j'ai fait hey, tabarnak, ça sent le tatou. C'était vraiment une méchante belle phrase. Mais ça vient de là que j'ai pas d'ambition. C'est que la plupart des choses qui m'ont fait beaucoup, beaucoup de bien, c'est quand j'ai abandonné des affaires. Ouais. Je crois que je pense que c'est pour ça qu'on dit je vais être ici, je suis riche, je vais tellement être bien, puis j'aurai plus de besoin. Je crois que c'est très important de faire de l'argent. Bonne chance dans un monde capitaliste d'être heureux sans argent. Là. Mais le truc, je pense, pour avoir une détente, débarrasse-toi de ce qui te dérange plutôt que si j'ai un bateau, ça va bien aller. Je sais pas. Je pense que c'est rajouter du parfum sur un
tas de merde, là. Tu sais, si t'as plein de problèmes, si t'as plein de choses qui viennent nuire à ta santé, à ton bonheur... règle tes problèmes. Enlève ça, parce que t'as beau avoir 18 jets, ça va rien changer au fait que t'as des amis qui sont toxiques, au fait que t'as des problèmes de relation, que ta copine, ça va pas bien, au point, tu sais, que ta santé globale est de la merde, tu te lèves, t'es soufflé, il y a plein d'affaires, il faut que tu règles avant d'avoir plein de biens matériels, tu sais. Mais ça aussi, c'est une ambition, de vouloir changer. T'as raison. T'as raison. Peut-être que c'est faux ce que j'avance. C'est pas pour te contredire, là. Non, mais ça me dérange pas. Peut-être que c'est faux ce que j'avance que avoir... Non, mais je comprends que l'ambition que tu parles, je pense qu'il faut comme différencier une ambition qui peut être malsaine, du genre, je veux absolument être connu. Moi, longtemps, mon podcast, c'était en attendant. Je me suis dit, si je fais un podcast, le monde, ils vont voir que je suis extraordinaire. Puis je vais être partout. Puis le monde, ils vont dire, hey, fais telle affaire. Je vais faire, oui, non, yeah. C'est ça le but du podcast. Le but du podcast, c'était en attendant. Et j'ai été heureux du podcast quand j'ai réalisé, le podcast, c'est la meilleure opportunité qu'il y a en ce moment pour moi. Je suis libre, j'ai pas de patron, je suis écouté, fais-le à 100%, on regarde plus les clics, fais juste le faire pour ça. Et ironiquement, c'est là que les clics ont commencé à monter. C'est dur de pas regarder les clics. Moi, je le fais pas parce que je commence puis que ça va me démoraliser, là, mais c'est dur de pas vouloir plus constamment, tu sais. C'est dur de savoir, OK, là, je vais laisser l'organique se passer, là. Je vais pas aller... C'est pas organique. Mais c'est vrai, ça l'est pas. Si tu veux des clics, il y a des formules mathématiques. Je veux dire, les algorithmes, là, c'est YouTube, l'algorithme de Facebook, l'algorithme d'Instagram, c'est des formules mathématiques et tu dois t'y plier. Moi, je dis souvent que j'ai pas de patron. Mon patron, c'est une formule mathématique en Californie que je ne connais pas et qui change 5 fois par mois. Est-ce que des fois, tu coupes des extraits juste pour les clics, tu sais? Tu me suis? Je fais ça. Si j'avais une pute les putes à clics, les gens le voient tout de suite. Ah, si, t'es le gars qui veut qu'on clique. Oh, ouais, c'est ça que t'es. Et ma peur, si je deviens ça, c'est la fois que ça va marcher. Je pourrais plus faire... Je vais juste penser à ça. Et là, c'est plus intéressant. Et je pense que faut jamais... Faut aussi un truc qui est particulier des clics. C'est curieux, un podcast. Parce que tu t'adresses à une personne. C'est une personne à la fois qui l'écoute. Fait qu'on s'en fout qu'il y ait 6 000, 17 000, 3 clics. C'est une personne à la fois. Tu fais ton podcast pour une personne. Parce que c'est une. Comment les gens l'écoutent, c'est pas en 10 000. Son solo. Voilà. C'est pas la scène ou comment tu vas jouer pour 6 personnes ou pour 600 personnes est tellement différente. C'est solo. Je m'adresse tout le temps à une personne. Faut jamais j'oublie ça. Ce qui est curieux, parce que souvent dans un podcast, on vous voit, on fait « Hey, tout le monde! Puis tout le monde, puis t'es tout seul dans ta chambre. Tu fais « Tout le monde, je suis tout seul! » C'est pour ça que je t'écoute, c'est pour pas être tout seul. Et sur scène, on tutoie. Souvent, Sam Breton et Simon Leblanc, ils font « Hey, hey, quand tu fais ça, mais tu t'adresses à une foule. » Je trouve que c'est un beau contraste. Christian, de me faire rappeler que moi, je dis « Salut tout le monde ». Là, dans mes intros, là, j'essaye tout, là. Salut tout le monde, bonjour à tous, hey la gang. Là, je suis rendu à court de... Je pensais ne plus faire d'intro. Je pensais ne plus faire d'intro parce que je suis tanné de parler c'est plus difficile. Des fois, ça me prend 20 minutes de faire une intro, je suis tanné. Puis t'es chanceux, des fois, ça me prend 3 jours, moi. Sérieux? Ben oui. OK, je suis pas tout seul à... C'est horrible. C'est le meilleur pire. C'est le pire bout, puis c'est pour ça qu'il faut le faire. Les bouts horribles, c'est pour ça qu'il faut le faire. Mais c'est ça que je me dis. La fois, je suis rentré chez nous, je dis dans mon coloc, le tabarnak, c'est fini. Je ferai plus d'intro. Je suis tanné, je trouve ça con, je me trouve mauvais, blabla. Puis il m'a dit, oh, mais t'es genre le gars d'habitude qui va quand c'est difficile, c'est là que tu y vas le plus. Fait qu'est-ce que tu fais, là? Continue. Je fais, t'as pas tard. Continue. Je vais continuer à faire des autres intros. Mais là, tu vas être bon. Je vais te dire salut toi, à la place maintenant, de lui dire salut à vous. Choisis. Mais peut-être que tu peux dire salut à vous. Moi, c'est comment je le vois. Mais c'est vrai que c'est weird de savoir que la personne est toute seule. À Elle est part, toute seule. peut-être qu'il y a un couple. Là. L'autre fois, j'ai un couple qui m'écrit, on l'écoutait dans la voiture. Il l'écoute en tant que couple. Ouais. Moi, j'y crois beaucoup. Là. Il y a moi, il y a ma blonde, puis il y a nous deux. C'est une troisième personne. Comment je suis avec ma blonde et comment je suis seul, c'est très différent. Et elle, pareil. C'est un truc que je saurais jamais comment ma blonde toute seule. Et comment elle est avec moi. Fait que tu t'adresses à un couple. C'est une bonne réflexion que j'ai là. Mais là, mais tu t'en ailles, il faut que je fasse l'intro. Là. Fait que là, il va falloir que je pense à ça. Là. C'est terrifiant. À qu'est-ce que je veux dire? C'est terrifiant, faire une intro. C'est l'enfer, man. Ouais. Mais toi, tes intros ont changé. Là. À la base, il y avait un autre humoriste qui faisait où
Tes 3 premiers, là. Ah non, je l'ai fait avec Julien Bernatchez. Ouais, c'est ça, voilà, Julien. Ouais. Puis si on faisait pas d'intro? Mais c'est à gosse, pas d'intro. Moi, je vais être bon. Moi, je me dis, c'est ça. je suis un humoriste, je dois être capable de remplir le silence. C'est ça mon métier. Mais t'es tout seul devant une caméra, c'est weird en crise. C'est horrible. J'ai un ami, un directeur photo, Ménad Kasraoui, un homme tellement drôle, et je dois tellement à cet homme-là. Et une fois, il a tourné pour Musique Plus une émission, je sais plus comment ça s'appelle, mais les gens qui n'étaient pas humoristes devaient s'adresser directement à des caméras. Il y a un nombre de gens qui pleuraient. C'est lui qui m'a fait sentir bien par rapport à ça. Parce qu'il m'a dit « Ah, moi, j'ai eu plein d'humoristes puis d'acteurs et d'animateurs. » Parce que je repense ce que j'ai dit, il y avait des humoristes. Il allait pleurer dans les toilettes. C'est horrible! C'est vraiment horrible de parler de ça dans un micro! C'est vraiment horrible! Il dit « Parler à une foule, au moins, t'as un échange. Là, t'as le vide. Ah ouais. Tu parles au vide, c'est tellement contraignant. Et aussi, dès que t'as des pensées négatives, ça tombe, puis t'as rien pour te remonter à part toi-même. C'est un exercice pour l'ego, à mon avis, exceptionnel. Et moi, en tant qu'humoriste, je dois être capable de faire ça. Si je veux être bon, si je veux être reconnu par les spectateurs, par mes pairs, je dois être capable de faire ça. Je dois être capable de m'adresser à un public. Comme là, je suis heureux parce que de l'épisode que j'ai sorti aujourd'hui avec Mélanie Couture, j'ai une intro sur Denis Turcotte, puis dans les commentaires, on le mentionne, puis je suis comme « Yes, ça marche! » C'est le monde qui en parle, je suis content. Ça, c'est toi, tu mets un petit quelque chose dans l'intro, tu parles de qualité. C'est pas Maintenant, juste je fais dire ça. bonjour. Avant, j'ai eu une période où... Qu'est-ce qui est arrivé si j'ai eu une période où je faisais des essais un peu, là? Je parlais. Des essais, je pas vrai. Des intros comiques, là, où je parlais directement à la caméra. Le moment donné, j'ai trouvé ça tough. J'ai juste dit... Il m'a juste présenté l'humoriste. Moi, je disais, yo, lui, telle personne, il a un beau chapeau. Lâchez pas, c'est là. Son chapeau, puis Patreon, yeah. Là, ensuite, j'ai eu des commanditaires. Puis là, c'est devenu, mes commanditaires, faut qu'ils soient génial. Faut que mes commandites, moi, c'est pas juste des reels, là. Moi, les commanditaires, ils font, moi, je vends du jus, puis c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Je m'occupe du reste. J'en ai fait plusieurs comme ça. Et là, maintenant, je suis rendu j'ai recommencé au début. Je dois faire des 5 à 10 minutes où je dis quelque chose. Puis ça m'habite toute la semaine. J'ai pas ce besoin d'être humoriste, mais je pense que j'ai quand même ce besoin d'être meilleur. Ça me gosse de pas réussir à le faire correctement. C'est horrible. Mais tu as vu, là, je pensais pas en faire. Puis à cause de la discussion qu'on a là en ce moment, mais que tu t'en ailles, Chris, on va le faire. Mais moi, mon humble avis, tu devrais avoir des cartons pendant que tu le fais devant toi. Ça t'aide tellement pour savoir où c'est que tu t'en vas. Là, je suis plus sur les cartons. Tu as vu, là, j'ai pas utilisé les cartons de la journée. Fait que, mais même à ça. Prends-les puis pose des questions que t'as oubliées. Chris, bon point. Un peu. Mais je peux pas mettre des cartons dans ma caméra parce que je fais ça. J'ai essayé de mettre des cartons autour. Mais je fais comme bonjour à tous. Non. Ah non, ben, le truc, c'est il y en a qui sont capables, un peu comme un prompteur, tu le mets proche ou. Ouais. Ouais. Mais un prompteur, c'est hot parce que c'est dedans. T'as raison. C'est hot, ça, là. Peut-être m'équiper d'un prompteur. C'est quelque chose que j'ai pas dit, un peu. Être dans l'ombre de l'humoriste, ça, je te l'ai dit. Discipline, ça, je te l'ai dit tantôt. T'es auteur pour la télé. Ouais. D'habitude, man, je finis mon podcast avec les 5 jokes, hein? Les 5 jokes, les 5 questions. Là, c'est rendu plus loin. On aime ça. Auteur de la télé, dans une émission, dans un podcast, je sais pas où, mais tu disais que je pense que c'est Éric Salvaille, t'arrivais, là, fait que t'écrives direct, là. Ouais. Ce rush-là que t'as de devoir produire rapidement, est-ce que c'est le genre de truc qui te drive ou qui te stresse? Les deux. Les deux. Ça me drive et ça me stresse. Des fois, j'ai envie des fois, c'est horrible. Et d'autres fois, ça fait du bien. Est-ce que t'écris mieux quand t'es sous pression? Ça dépend. J'ai jamais observé. Il y a des trucs que j'écris sous. Parce que moi, des fois, dans mes blagues, je me dis, il est 9h. À 9h07, il y a de quoi de publier. Puis des fois, c'est génial. Des fois, c'est terrible. Les deux cas sont vrais. J'ai pas un truc qui fonctionne à chaque fois. Puis quand t'as écrit pour Med, Ouais. t'as écrit toi-même à Lou Morissette. Ouais. Pour leur dire, je suis auteur, Ouais. voici ce que je fais. T'as-tu d'autres moments dans ta vie où t'as... Toutes. OK. Toutes les choses que j'ai fait. Allô, m'appelle Tom. Ça, c'est mes habilités. Toi, tu as besoin de moi. Je suis toujours allé chercher mes gigs. C'est dur pour les gars, non? C'est très difficile pour les gars. OK. Je pense que on a fait première fois. Moins de grande nanakata. Ta petite t'a aidé. Combien de temps par semaine ça te prend? Des émissions? De la dépression? T'as peur que ça revienne? Je pense que c'est
pas mal ça. Fuis tes cauchemars au lieu de poursuivre tes rêves. J'avais écrit les mots exacts. C'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. Je me suis inspiré de Xavier Dolan pour ça. Ah oui? Parce que quand il a gagné à Cannes, il a dit il faut poursuivre ses rêves. J'ai fait no! OK, t'es pas inspiré dans le sens, tu t'es inspiré pour tweaker Ouais, sa phrase. non, on va pas suivre ses rêves. Ben non, tu pleures. Je veux pas ça, moi. Je veux pas pleurer en France. C'est ça le bonheur! Être en France puis pleurer, je pense pas. Puis pour être heureux, il faut que tu aies un triomphe, il faut que les gens t'applaudissent pendant 14 minutes. Non, il y a quoi qui marche pas là-dedans. Il y a de quoi qui marche pas. Si pour être plein dans la vie, il faut que dans un autre pays, un film, une œuvre que tu as travaillé pendant 3 ans, les gens t'applaudissent pendant 15 minutes de suite. C'est quoi qui marche pas dans cette idée-là? Ah, mais c'est ça qui est dur de penser au fait que peut-être que le bonheur dans une page blanche, dans une peinture blanche, comme tu as dit, mais s'il n'y avait pas des Xavier Dolan, peut-être que le monde ne serait pas... Ah, il est génial! Son œuvre est extraordinaire. Oui. J'adore son œuvre. Il est génial. Par contre, je pense pas que c'est une bonne idée de suivre ses rêves. Ouais. Ben, parce que tu sais, des fois, nos rêves sont niaiseux. Des fois, on a un rêve. Je veux telle affaire. Là, puis tu travailles pour l'avoir. Puis t'es mindé, puis t'as un board là, où tu fais, faut que j'aille ça. Puis tu te dis, ça tous les jours, faut que je travaille pour mon rêve. Peut-être qu'après 2 ans, tu réalises, je veux plus que en 2 ans, t'as changé, mais pas ton rêve. ou tu l'as, t'es comme, OK, je sens rien. Ouais. J'ai mon rêve, puis là, je suis comme, bah, c'est pas ce que je pensais que ça allait être, là, finalement. Ouais. Mais le travail, le processus t'amène quelque part, tu sais. Ouais, t'as raison, ça. J'ai comme un petit rêve d'avoir un podcast, d'avoir des gens que je trouve inspirants, puis de parler de ça. Je pense qu'il manquait ça au Québec. Je trouve que c'était une bonne idée. Puis plus ça va, plus je façonne mon podcast, puis j'arrive à diriger les questions vers un sens. Puis, tu sais, mais ça se peut que dans une semaine, j'arrête. C'est cool, hein, ça? Mais c'est hot parce que le processus est quand même fait. Genre, j'ai appris des choses, j'ai connu des gens. Fait que même si tu poursuis un rêve, puis dans 2 ans, il change, fait que Chris, l'humain change. Nos idées changent. Je suis pas la même personne que le 2 ans, puis je serai pas la même dans 2 ans certains. Ben, à la limite, c'est pas la fin du monde si j'ai fait 2 ans sur quelque chose qui va pas arriver parce que c'est quand même t'as appris des connaissances, t'as travaillé sur quelque chose, t'as mis une discipline que tu peux recréer ailleurs. Je pense que c'est quand même un. Puis d'arrêter une semaine de podcast, je me disais, ouais, who cares? Je vais arrêter. Mais j'aurais fait au complet de A à Z quelque chose que je pensais qu'elle allait être bien, qui finalement n'est pas bien, mais c'est la beauté de se lancer dans quelque chose. Hein. J'ai peut-être une idée pour ton podcast. Vas-y. Essaye-le, ou réfléchis à ça. OK, vas-y. Mets une table. Parce qu'une table, ça te fait croire que t'es en sécurité. J'ai pensé à ça. C'est un gros débat au début, ça, sur mon podcast. Est-ce que je mets une table ou je mets 2 fauteuils? En fait, moi, à la base, comme je te disais, je voyais pas ça comme un podcast, mais comme un demi-entrevue. Je comprends. Comme vraiment comme un plateau de tournage. J'ai une idée en tête de recevoir quelqu'un, puis d'avoir un carton, puis de monter, de pas trop... Mais c'est vraiment réussi, ton podcast. Mais j'apprécie. Puis un des trucs que j'adore de ton podcast, c'est que tu sois pas humoriste. Et je suis très heureux, parce que moi, je suis d'avis qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de podcasts. Je suis heureux que de quelqu'un d'une autre discipline fasse ça. T'as un autre regard. C'est brillant. C'est très challengeant pour moi de faire ça. Là. Je suis pas quelqu'un qui aime avoir les caméras, qui aime des micros. J'ai ça de mourir. Ça me stresse énormément d'avoir un micro, une caméra près de moi. Ça me met tout à l'envers. Mais je pense que plus je vais en faire, plus je vais être à l'aise. Mais une table, ouais, j'ai pensé. Mais c'est bon que tu sois pas à l'aise. Ça veut dire que tu réfléchis. Je crois... Souvent, les gens qui sont à l'aise sont pas bons. Comme ceux qui disent « Ah, moi, là, j'aime... » La plupart des bons écrivains détestent leur écriture. Puis ils réécrivent, puis réécrivent, puis réécrivent. Puis c'est super le fun à lire. Ceux qui disent « Yo, ce que j'ai écrit, c'est génial. » Souvent, c'est pas lisible. C'est vrai. Je trouve que c'est bon signe que tu te sentes mal. Pour nous, c'est horrible pour toi, mais pour nous, c'est génial. Oui, mais je me trouve pas horrible, mais tu sais, reste que des fois... Comment tu te sens, je veux dire? Je me réécoute, puis je suis comme... Ouais, ça, c'est là, probablement, là, t'as particulé, là, t'aurais pu poser cette question-là, là, tu sais... Je peux me critiquer davantage un petit peu. Mais l'idée de la table, j'y pense. Mais je trouve que c'était déjà vu aussi. Je suis comme... Ah. T'as raison. Sais-tu quoi? Je retire ce que j'ai dit, parce que c'est vrai que c'est déjà vu, puis toi, c'est différent, puis c'est bon que ça soit différent. J'ai invité quelqu'un au podcast, puis il était pas sûr. Puis là, j'ai dit, va voir YouTube, tu vas voir à quoi ça ressemble, tu sais. Puis toi, tu me dis, ah, ben Chris, c'est différent d'une table avec 2 micros. Ça, je l'ai vécu. Celle-là, cosy, fauteuil, j'ai pas vécu. Mais. Qui dit non à des podcasts? Ça me fait rire, ça. Qui dit non à un podcast? Ouais. Oh, j'ai envoyé 40 courriels. J'ai envoyé 40 courriels. Moi, Mais. 40. Veux-tu savoir combien ils m'ont répondu? Combien? Moi, mon courriel est beau, là. Oui. Thomas, là. C'est bien écrit. J'ai un beau one-pager, là. Infographie, tout est clair, c'est fucking bien fait. Sur 40, 12 ont répondu.
Sur 12, 6, 7, je pense, on dit oui. T'as des humoristes qui n'ont pas répondu? Non. J'ai pas écrit à des humoristes, Ah, je comprends. en général. Je comprends. Mais ça, je suis chanceux, je connais des gens. Moi, quand j'entends des fois, j'entends des... Parce que j'aime ça faire les podcasts des plus jeunes, ben, je me dis, c'est comme ça. Moi, j'ai commencé, j'étais personne, puis les gens venaient. Puis il faut que j'aille à d'autres podcasts pour les jeunes humoristes. C'est normal. Ça me fait rire quand des humoristes à mon niveau, c'est-à-dire underground, pas connus, font Ah, moi, je suis trop dessus de ça. Je suis comme. Surtout en pandémie! Ah, c'est ça, je veux dire, si tu manques de temps, c'est comme j'ai écrit à plusieurs gens que je sais qu'en ce moment, leur entreprise, d'entrepreneurs, mettons que t'es dans le juice, mon chum. Là. J'ai écrit à Marc Bédard, qui est propriétaire de Lyon, à Saint-Jérôme, les autobus électriques, tout ça. Mais là, il vient de signer un deal avec Amazon. Je peux comprendre que le gars n'ait pas le temps de faire un podcast. Lui, je te comprends, là. Comme, en plus, tu as vu, ces gens-là m'ont écrit le lendemain, là. Marc est super occupé en ce moment. Par contre, refais-nous signe à travers l'année. Ça devrait se calmer en mai ou en juin. Mais les 28 autres personnes m'ont jamais répondu. J'ai écrit aux boîtes, là. J'ai écrit au manager, j'ai écrit aux relations de presse, puis tu me réponds même pas. T'es pas Barack Obama, là. Je comprends. Ça me manque, Chris. Je comprends. Puis là, frère, j'y relance, eux autres. Je comprends. Puis je me dis, j'ai le goût de te relancer. Même si je sais que c'est pas l'artiste en tant que tel le problème, que c'est peut-être son équipe qui a mal géré le truc. Ou peut-être qu'il y a trop de demandes de podcasts. Il y en a en crise de podcasts. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que les gens sont tannés de se faire demander en podcast. Mais réponds. Sois tête, réponds non, désolé, on passera. Mais réponds, man. Il y a personne qui est Je connais personne qui, si on lui dit non, il est anéanti. C'est pas de pas me répondre, en fait. Ouais. M'ignorer, c'est pas comme me dire non. Si Je suis tu me dis d'accord. non, je suis conscient que tu as pris le temps de regarder. Ou peut-être tu n'as même pas regardé, mais tu as dit non. Là, d'accord. Il y a plein de gens que j'ai le goût de réinviter, mais je vais peut-être essayer de passer par Instagram, tu sais. Par directement l'artiste ou la personne en tant que telle, pour éviter que son gérant ou sa personne qui est en charge m'empêche d'y demander. Je comprends. Mais c'est de la job. Puis, fait que merci d'être venu. Plaisir. J'apprécie que tu sois là. Plaisir. T'as déjà 2 podcasts, ça roule puis tout, fait que prends du temps. J'ai plein de temps. Il y a une pandémie, ça va bien. Ah, je sais. Puis moi, c'est cool. Je suis dans ma tête. Fait que je travaille. Me promener, je travaille. Si je sortais de chez moi puis me promener, je travaille. Fait que c'est génial pour ça. Est-ce que tu travailles en ce moment? Pendant le podcast, as-tu pensé ça? Non. OK, cool, excellent. Mais t'aurais pu sortir une idée, un gag. Ça aussi, je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent que quand tu fais des activités, quand tu vas voir des gens, quand tu parles avec des gens, surtout des gens qui sont créatifs, c'est important, man, de discuter. Un podcast, ça sert à ça. Tu discutes, tu échanges des idées, il devient un flash, cossin. Il faut accepter d'aller dans les podcasts des gens. Là. Puis aussi, ça te pratique à faire des choses importantes comme mettre le podcast sur Internet, le pousser. Ouais. C'est un métier, ça aussi. C'est vrai. C'est très inspirant tout ça. Je sors du site, je fais mon intro, mon chum. Puis t'as un bon titre. Voilà, j'aime ça. Oui, je suis pas sûr. J'aime ça. Parce qu'en fait, le voilà d'où ça vient, puis j'ai pas encore dit, c'est parce que quand j'entraîne mes clients, ou même mes amis, quand ça arrive, qui font quelque chose de vraiment, que je trouve inspirant, que je trouve vraiment cool, je fais voilà. C'est comme l'expression que j'ai souvent. Fait que ton breton va s'entraîner. Je fais Chris, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas correct. Replace tes jambes, sors tes genoux, peu importe. Puis en qui là, je suis comme voilà. Fait on dirait que ça venait avec mon expression. Fait que voilà. Sais-tu quoi faire comme intro? Voilà. J'ai essayé. C'est la meilleure affaire. C'était off. Ça marchait pas? Non, parce que j'arrive pas à le faire pour vrai. Tu sais, mon voilà est tellement vrai, tellement réel quand j'arrive à une situation, je suis comme voilà. Puis je me rends même pas compte que je le dis tant que c'est en moi, mais là, devant la caméra, c'est pas vrai. Je comprends. Puis je le sentais que c'était fake. Peut-être que les gens ne le ressentiraient pas, mais moi, je le sentais. Je comprends. Mais c'est une autre bonne idée. Parce que c'est brillant. Parce que moi, le seul truc que tu peux corriger très rapidement dans ton podcast, c'est que je sais pas t'es qui. Ah, je sais. Dans l'intro, je sais pas t'es qui. Mais je me suis dit qu'à travers le podcast, les gens allaient le connaître. Mais faut cliquer dessus. Mais ça, c'est un vieux réflexe d'humoriste qu'un humoriste, tu montes sur scène, puis en 45 secondes, il faut qu'il sache t'es qui. Ça, c'est un humoriste. C'est juste un réflexe c'est un pli de métier. Là. Fait qu'il faudrait que je fasse ça. Pas obligé. Sauf Ok. que moi, je suis un humoriste. Fait que pour moi, ça va de soi. Là, que dans les premières secondes. Je pense que mon but, c'est aussi de peut-être faire d'autres podcasts, dans le sens d'aller à la rencontre de gens dans des podcasts pour que je puisse. Approche les gars qui louent mon. SF Studio, là. Ouais, approche les deux gars. Pierre
PH Quentin et Dominique Plante, ils vont triper sur toi. Puis tu vas triper sur eux autres. C'est deux grands nageurs. C'est eux qui se sont rencontrés. C'est des grands nageurs. Ils étaient à l'Université de Québec. Je savais pas. Des grands athlètes. Vous avez connecté sur plein de niveaux. Aussi, c'est deux entrepreneurs. Le studio, c'est une entreprise. Ouais. PH a aussi des entreprises avec Vegan mais pas plate. Fait qu'ils vont... vous avez vraiment connecté. Mais tu m'inviter à leur podcast, c'est de la merde. Pourquoi? Jay du Temple, j'ai demandé à Jay du Temple, m'a passé à ton podcast. Puis encore du monde qui m'écrivent, me dit c'est à Jay du Temple que j'ai découvert. C'est ça. Et mon ego, faut que je passe de côté, là, des fois. Mon ego vient me jouer un petit peu. Puis moi, c'est l'inverse. J'ai tellement un gros ego que je dis au monde pourquoi je suis pas à ton podcast tabarnak. Fait qu'on a le même problème, mais qui se manifeste différemment. Mais toi, c'est positif. Pas toujours. OK. Thomas, je vais m'inviter à 2 podcasts. Jean-Marc, il faut s'inviter. C'est dur. C'est extrêmement dur. Puis quand tu t'invites, t'es mieux d'être bon. Fait que c'est une bonne pression. Ah, moi, je suis un gars qui, si j'ai quelque chose de prévu, là, maintenant, je me prépare beaucoup, encore, mais mes premiers podcasts, t'as pas aidé. J'ai essayé 2 heures avant que ça tourne. J'étais prêt en tabarnak. Là. Fait que si je t'invite quelque part, might ready. Là. Fait que... Merci, Thomas. Plaisir. Pour tout ça. J'apprécie. Chris, c'est hot. Yeah!